bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Jour de Coupe au pluriel, l'émission qui débriefe les matchs de la journée en Coupe d'Asie et en Coupe d'Afrique. Voilà, on se promène entre deux confédérations, on voyage pas mal, on enquille les matchs aussi, ça commence à faire beaucoup. On en avait un de moins en Asie aujourd'hui. Donc voilà, on avait un rythme un peu moins violent, hein, parce qu'on n'avait pas le match de midi et demi. Mais quand même, on avait de quoi s'occuper, on va dire, ou parfois de quoi s'endormir. On en parlera dans un instant, avec notamment un certain match de 15 heures. Bref, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat. Je vois que Baptiste est déjà très très chaud pour chauffer Farouk, super, il y a besoin de ça. Bonsoir à Maxstar, à Alrami, à Arklun, à Imperator Ombrem, Red le Rouge, et Gringo, bonsoir à tous. Donc, on va donc justement débriefer cette journée, je le disais, en Afrique et en Asie. Je vais vous présenter ceux qui vont m'accompagner, je vais les saluer aussi au passage. On va commencer par le duo de ceux qui ont souffert aujourd'hui. Voilà. Ils ont souffert, vous allez voir qu'il y a deux salles, deux ambiances. On va commencer, on va commencer par le plus ancien des deux, mon cher Farouk. Bonsoir Farouk, j'espère que ça va quand même, un peu. Vous êtes bien sur la messagerie de Farouk. Je ne suis pas disponible pour le moment. Veuillez ne pas laisser de message et ne plus jamais parler de football. En vous remerciant. T'as oublié le bip. Je démissionne. Voilà, ça y est, ça fait 11 ans. C'était très bien. Le foot est vraiment quelque chose de très intéressant. Stop, j'ai trop vu. J'en ai trop vu. Let's go, vas-y. Je ne. Non. Laissez-moi m'en aller. Alors, t'en as trop vu? Je sais pas si t'as vu grand-chose, mais ça on en reparlera dans un instant. Salut Letko, qui lui aussi, hein, l'autre Tunisien de la soirée. Autre ambiance, vous allez voir. Salut Letko. Ouais, salut Nico, salut Farouk, et salut, pardon, excuse-moi, au chat aussi. Donc, ouais, bah, Nico, rappelle-toi de ce qu'on t'a dit hier avec Mais Farouk. oui, je sais, On- Voilà, on je te sais. l'avait dit. D'ailleurs, Voilà, voilà, juste avant de on sait de présenter. quoi on parle, on connaît Ouais, notre voilà, sujet. voilà. Voilà. Alors, je commence par ça et ensuite je salue Joe. Désolé, vous avez raison d'être inquiets, les Tunisiens. Voilà. 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 Voilà, je, Voilà. je- je suis désolé, je ne pouvais La pas prévoir. prophétie, Je ne la pouvais pas prophétie prévoir. s'est concrétisée. Voilà, la Je- prophétie s'est concrétisée. Ah, le problème des inquiets, c'est qu'un jour ou l'autre, les faits leur donnent raison. Donc voilà. Mais bon, Mais bref, après, Nico, heureusement qu'on a eu un bon Arabie Saoudite c'est ça. Oman qui m'a réconcilié avec le football. Magnifique Merci. match et on en parlera bien évidemment tout à l'heure. Donc le temps, tu me fais la transition avec l'Asie, puisque notre Asiatique du soir est thaïlandais. Oui, on va dire qu'il est thaïlandais. T'es thaïlandais, hein. Jonathan Branger, vous le connaissez forcément. Enfin, si vous le connaissez pas, c'est que vous lisez pas Hello et que vous écoutez pas certains podcasts, hein. Voilà. Et dans ces cas-là, c'est pas bien, mais vous allez le connaître. Salut Joe. Salut Nico, salut tout le monde. Merci beaucoup de m'accueillir dans cette émission. Moi, contrairement à Farouk, tout va bien pour aujourd'hui, du moins jusqu'à maintenant, tout va bien. Donc, au moins, il y a une personne heureuse dans cette émission. Voilà, il y en a un qui arrive avec le sourire parce que lui, pour le coup, pour paraphraser Baptiste qui a envie de chambrer Baptiste, il est pas prêt à la chute, hein, avec la Corée du Sud. Il devrait y aller mollo. Le boulot a été fait normalement par la Thaïlande. On va aller là-dessus tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Le boulot a été fait par la Thaïlande. Donc, comme tu l'as dit, jusqu'ici, tout va bien. T'as passé une bonne après-midi. Bon après-midi. C'était pas le match du siècle, hein, on s'en souviendra peut-être pas dans quelques années, mais enfin, au moins, côté thaïlandais, tout va bien. Ça va Voilà. même trop bien du côté des médias locaux. Ah oui, ça va trop. Ah bah on en parlera tout à l'heure, justement, de la réaction des médias locaux. Bah voilà, vous voyez les trois qui vont m'accompagner ce soir. Vous voyez quand même qu'il y a quand même pas mal de choses. Euh, Pas mal de choses à dire. Alors on va y aller tout de suite. On va commencer par la zone africaine. On va commencer, euh, on va commencer par évacuer un match. Hein, si tu veux bien, Farouk. Je pense que y a pas. Voilà, je Qui parlais n'a en pas off. vraiment atteint des sommets, Voilà, effectivement. je Mais parlais qui en n'a pas off et tout le Mauritanie. je disais à Joe qu'il y avait un moment de la Thaïlande que je n'avais pas vu. J'avais les deux matchs parce qu'ils étaient avec une demi-heure d'écart. Et il y a un match qui jouait à un moment tout seul et je me suis assoupi. Donc on va évacuer ce match-là. C'est Burkina Faso-Mauritanie, le match de 15 heures qui était juste, bah voilà, hein, soporifique. Bah, en fait, ce qui a été constaté, c'est que on a vu un peu un résumé et la quintessence de ce qui fonctionnait pas trop
c'est-à-dire cette difficulté à accélérer le rythme des 2 côtés, pas mal de centres ratés. La Mauritanie, elle a globalement bien résisté, elle a fait quelques séquences, intéressantes en première mi-temps, via Koïta et Tanji, mais c'était trop peu, c'était des frappes un peu de loin. En revanche, s'il y en a un qui fait une bonne impression, c'est le gardien du Burkina, Kofi. En fait, à Oui. chacune de ses prises de balles, il a une telle explosivité que enfin, c'est vraiment dans la gestuelle et dans la manière d'utiliser son physique, en particulier sur la ligne, c'est vraiment un gardien qui a l'air vraiment, super athlétique. Alors, Ça, c'est ce que je trouve vraiment intéressant. si j'ai bonne mémoire, il est en Belgique, je crois. Et il avait donné la même impression, à l'édition précédente quand le Burkina fait demi. Pareil, il fait une compète où toutes ses interventions sont hyper, en fait, enfin belles à voir, quoi. C'est un gardien, assez athlétique. Et Ouais. là, pareil, toutes ses prises de balles, elles sont vraiment rassurantes. La Mauritanie, elle a un peu joué en première mi-temps et après, elle s'est plutôt contentée de résister. Le Burkina a dû attendre l'entrée en jeu de Bertrand Traoré pour un peu accélérer à la fin. C'est Bertrand Traoré qui met 2 frappes cadrées dangereuses et qui inscrit le penalty. Penalty que la Mauritanie concède à la toute fin, à la 90e Qui plus est d'une beaucoup. stupidité. Bah, en fait, c'est le 3e de la compète, hein. C'est la 3e intervention hautement imprudente après Makanza contre l'Égypte et après Ben Taleb, contre l'Angola. Ça fait quand même le 3e péno, concédé sur Oui. sur un geste, défensif quand même très kamikaze et inconsidéré. Bah, autant Ben 5 jours, Taleb se fait piéger par, enfin, c'est ce qu'on disait hier sur le côté, c'est les pénaltys 21e siècle, que l'on revoit au VAR et forcément il y a faute et donc maintenant l'attaquant vient mettre sa jambe devant et espère être touché. Là, pour le coup, le tacle est vraiment idiot. Oui, il est glissé, il emporte tout, et effectivement, un petit séjour à la VAR a permis à l'arbitre de Ouais. constater, tout ce qui est pris et du coup, le penalty était logiquement sifflé et Bertrand Traoré, qui avait signé une bonne entrée, a transformé le péno avec sang-froid, ce qui passe du coup pour le Burkina. Ouais, exactement. Ça passe pour le Burkina. Bertrand Traoré est accéléré dans la même phrase, faut se mouiller la nuque. Ouais, mais ça te montre à quel point le match était sur un rythme rapide. Non, Donc, mais pour le coup, je ne sais pas si c'était une stratégie de base, ou s'il était destiné plutôt à débuter, mais pour le coup, cette faculté à déséquilibrer, bah, elle était plus intéressante sur 10 minutes que sur plus, en débutant, quoi. Donc finalement, ça a été une option payante. ouais, exactement. En plus, en le faisant entrer en fin de match, on le rappelle, c'était le match de 15 heures. Donc, si j'ai bonne mémoire, c'est 14 heures en Côte d'Ivoire. Donc, sous des 35 degrés, avec des bons taux d'humidité. Donc, avec une usure forcément en face, hein. Donc, Oui, oui. dans ces cas-là, c'est une bonne idée. Bah, pour le coup, au moment où le match commençait vraiment à ronronner et qu'on se disait qu'il allait être compliqué qu'un des deux déséquilibre l'autre, on voyait qu'il y avait une belle ambiance dans les tribunes, mais aussi dans les tribunes, ça commençait un peu à fatiguer. C'est en définitive le moment marquant, ouais, c'est son entrée et l'apport qu'il a eu, qui ont décidé un peu du sort de la partie. Ouais, bah, je crois que tout le monde était fatigué sur ce match. Effectivement, il est à Charleroi, c'est ça, Al-Rami. Je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui suivent la Jupiler Pro League qui me disent que, bon voilà, ça devrait être sa dernière saison à Charleroi, à Hervé Kofi, hein. Mais il Euh, envoie une belle impression, quoi. ouais. C'est un gardien qui est vraiment à l'affût, pour le coup, dans la gestuelle, qui rassure une défense. Mm. Alors, Al-Rami nous dit, n'empêche, au vu de la première mi-temps, pas de l'abominable deuxième, la Mauritanie avec Amir Abdou a beaucoup progressé par rapport aux 2 dernières éditions. Ouais, enfin, ouais. Bah, j'ai en mémoire 2019 où la Mauritanie accroche la Tunisie en poule et il s'en faut de peu pour que le scénario se goupille bien pour eux, mais leur présence est certes, il y a une difficulté à passer un cap, mais ce n'est pas une équipe qui prend des cartons, c'est une équipe qui est, globalement cohérente, qui avait aussi inquiété la Tunisie dans une autre occurrence, je crois que c'était dans des barrages de mondial, des préliminaires. C'est une équipe qui tient la route globalement. Ouais. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur ce match parce que très franchement, le contenu,
Voilà, je suis à Bruxelles et Kofi à Charleroi, c'est un match des arrêts incroyables, un autre des erreurs impardonnables. C'est vrai que s'il est en Belgique, il y a peut-être moyen qu'il finisse à Nantes, hein, Baptiste. Je sais pas qui est son agent, Hervé Kofi. Voilà, bref, on avait dit qu'on évacue rapidement ce match parce que franchement, on s'est un peu ennuyé. Moi, il m'a coûté une partie du match de la Thaïlande, hein, parce que je me suis assoupi un petit peu devant ce match-là. On va passer forcément euh, au sujet qui va fâcher. À la Tunisie qui s'est totalement ratée sur son match d'ouverture face à la Namibie. Victoire 1-0 de la Namibie, c'est une énorme sensation. On avait beaucoup parlé enfin, une énorme sensation, oui, parce que c'est quand même une énorme sensation, on va pas se mentir. C'est leur première Bah victoire dans oui, leur histoire à la CAN. voilà, c'est ça. C'est une énorme sensation. Autant on pouvait, on en rigolait un petit peu au début quand je disais vous êtes inquiet, vous devriez pas, etc., etc. Enfin, je veux dire, personne pouvait miser raisonnablement avant le match que la Tunisie allait perdre face à la Namibie. J'ai envie de dire peut-être que les pessimistes allaient envisager un match nul avec une Tunisie impuissante, mais pas une défaite quand même. On t'avait Non, prévenu, Nico. On Ouais, mais t'avait prévenu. jamais t'avais prévu une défaite. Jamais, Non, c'est pas pas une possible. défaite, une défaite, non. mais Un une nul, défaite, non, mais un 0-0, un 0-0 pourri où il se passe rien, ok, mais pas une défaite. voilà, c'est ça. C'était ça le scénario. Mais bon, voilà. Je laisse Farouk développer. Bah en fait, ce qu'on peut commencer à dire, évidemment, que la Namibie a amplement mérité sa victoire, a fait un excellent match. Certes, ils sont loin dans la hiérarchie, mais ils ont tout de même accroché le Cameroun en qualif, sauf erreur de ma part à 2 reprises, ce qui donne déjà l'idée d'une équipe qui, à l'instar des lusophones sur cette compète, ne lâche rien, entre guillemets. On note d'un côté un peu créatif la présence de Peter Chaleuillet qui est titulaire avec les Sundowns. Les Sundowns qui sont soit en quart, soit en demi-Champions League chaque année. Et Chaleuillet a mis 15 buts en Champions League sur les 3 dernières saisons. Quand on met 15 buts en Champions League africaine, c'est qu'on est quand même un joueur de qualité. Un CV individuel ne fait pas le talent d'un groupe. Mais quand il a vous été avez très ce très genre bon. de joueur, et il a été très très bon, dans le pressing, c'est-à-dire en permanence sur la défense centrale dès qu'il fallait gêner les relances. On parlait hier du Guinéen Agibou Camara. Si on imagine une attaque avec Chaleuillet et Agibou Camara qui vous courent après Ouais. en permanence et qui ça peut être long quoi pour les sorties de balles. C'est vraiment ils ont vraiment été très agressifs. Ibondi Ils aussi, ont j'ai trouvé intéressant sur le côté. Ouais, en fait, il y avait un pressing alors c'était différent de ce qu'on voit depuis le début de la compétition, c'était vraiment un pressing à 2 tout terrain C'est ça. et le bloc derrière qui a été un peu plus reculé, c'est eux qui ont eu les meilleures occasions en première mi-temps, parce que hormis la tête de Kennedy, à la 4e, c'est la Namibie qui a les meilleures occasions en première mi-temps. Ils ont su passer un peu le trou d'air qu'il y a eu en début de deuxième où la Tunisie avait remis le pied sur le ballon. Il y avait eu un petit, on va dire, réajustement tactique au milieu de terrain. Mais la Namibie, surtout, finit le match avec une intensité folle, quoi. Entre les coups de pied arrêtés procurés, les 4-5 occasions, il y a 2 occasions de 2-0, et puis surtout, l'exploit individuel de Museau sur le but, et qui fait ce centre pour Otto, qui catapulte la balle. On pensait dans la physionomie que la Tunisie allait s'en sortir et qu'on se dirigeait vers un 0-0. Ce but est à l'instar de la défaite de la Tunisie contre la Gambie à la dernière édition. La Tunisie avait perdu contre la Gambie en poule et la Gambie avait marqué en fin de match et c'était plutôt représentatif de la physionomie. Là, c'est un peu la même chose qui s'est produit. Ouais. Sur l'ensemble, la Namibie a beaucoup plus montré. Ouais. Betuel Museou, j'aime tellement son style et le maillot dans le short, c'est sous-côté, nous dit Max là. Chalou-Lillet, le Signe crack de FM de créativité. Frankie the Beef. Oui, tu disais, Farouk? Signe de créativité. Signe de créativité, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, on pense à Jean Lucas aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce Brésilien qui était à Monaco et à Brest, Brièvement. qui est retourné à Santos, d'ailleurs. Euh, Et donc, après, si on s'arrête un petit peu sur la prestation de la Tunisie, le truc, c'est que, effectivement, il y avait eu pas mal de débats au
au début de la rencontre sur la compo de départ, sur certains joueurs qui est-ce qu'on se posait la question sur si c'était des choix tactiques de les garder à dispo pour le Mali ou si il y avait eu un changement de hiérarchie. L'idée, c'est que Elias Achouri du FC Copenhague, qui a joué toute la Ligue des Champions comme ailier droit, là, se trouvait à gauche. Apparemment, c'était des consignes justement pour laisser plus de liberté aux joueurs. Ils sont un peu concertés, mais du coup, ça se voyait qu'Achouri n'était pas non plus à l'aise. Il s'est beaucoup donné, mais il n'était pas non plus à l'aise. Finalement, c'est la deuxième option qui a été étudiée au milieu de terrain, c'est-à-dire mettre un seul récupérateur, Skiri, et 2 profils relayeurs devant lui. On est revenu à une config à 2 récupérateurs en début de deuxième mi-temps sans que ça améliore beaucoup pour autant, même s'il y a eu une petite phase de domination. Ouais, il y a eu le début de deuxième mi-temps, il y a une petite, on va dire un temps fort. Il y a le temps fort. Msakni qui fait une meilleure deuxième mi-temps que la première, parce que c'est lui qui a 3 occasions. Personnellement, d'aligner Ben Slimane au milieu de terrain, alors que c'est celui qui avait le moins de temps de jeu de l'année. Ben Slimane, il doit cumuler grand max 4-5 matchs depuis le mois d'août. Le titulariser et le lancer comme ça, c'est peut-être pas nécessairement un cadeau d'un point de vue rythme, et puis ça se voyait qu'il avait du mal à trouver ses repères. Et après, le souci, c'est qu'aussi au poste de 9, Kennedy est là depuis longtemps. Ses meilleures années étaient plus au début de la décennie que là. Il joue actuellement au Koweït. Il s'est rapidement blessé. Et on a vu que l'attaquant qui est rentré à sa place, Haytham Jouini, sur les 2 occasions qu'il a en deuxième mi-temps, ne concrétise pas les deux balles qu'il a eues. Mais ça, c'est plutôt une affaire de détail. Mais dans l'impression globale, on a revu quelque chose qui ressemble un peu à un des 2 quarts de finale contre le Burkina Faso, où il y a clairement plus d'enthousiasme et d'engagement et de débauche physique chez l'adversaire. Donc c'est ça qu'on retient quand même. Mais moi, ce que je trouve aussi un petit peu, alors là, pour le coup, vous voyez, je disais, hier, je vous chambrais en disant les Tunisiens sont toujours inquiets. Là, tu peux te faire piéger sur un match, hein, dire, on va parler de l'Arabie Saoudite tout à l'heure, ils ont failli se faire piéger avec un scénario totalement différent, hein. Mais ce que je trouve assez inquiétant, c'est que la Tunisie, qui, on le sait, elle est capable, on l'avait vu par exemple sur la dernière CAN, on l'avait évoqué avec le fameux match face au Nigeria, ils sont capables, entre guillemets, de mettre un espèce de faux rythme, d'endormir un petit peu le match, mais ils sont quand même toujours très solides. Moi, je les ai trouvés extrêmement fébriles. Ce que je veux dire par là, sur le côté tactique, je veux dire, le plan de jeu de la Namibie, il était assez simple. C'était, dès qu'on récupère les ballons, on fait une transversale à l'opposé, parce qu'il y a toujours un espace à l'opposé, ça a marché tout le match. Il Oui. n'y a pas d'adaptation. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne l'a vu en Tunisie ou... En fait, le truc, c'est que déjà, c'est pas nouveau que la Tunisie démarre plutôt mal ses compétitions. Là, ça fait la 5e CAN d'affilée où la Tunisie remporte pas le premier match. C'est devenu pas systématique, mais c'est devenu pas si anormal que ça. Enfin, de voir des débuts plutôt poussifs, même si dans tous ces cas-là, sur les anciennes CAN, ça n'a pas empêché la Tunisie de passer le premier tour. Mais historiquement, que ce soit au niveau des clubs, au niveau des sélections, quand on a en face une sélection comme ça, vraiment très british, première intention, on veut mettre la balle tout de suite le plus proche possible de la cage, un peu à l'image de sélections de l'Afrique de l'Est, un peu, ça ressemble aussi un peu à un foot des sélections d'Afrique de l'Est, c'est un style dans lequel on n'arrive pas à s'adapter parce que c'est pas du tout le rythme, c'est pas du tout le même registre d'intensité, et en général, il y a une période d'ajustement. Là, ça n'a pas vraiment été le cas. Alors, il y a cette question, hein, cette remarque de Max Lar. Je suis pas sûr qu'elle soit cliché, hein, sur le fait que les pays maghrébins puissent avoir du mal dans les CAN subsahariennes. Alors, on verra ce que va faire le Maroc demain. Parce que il reste le Maroc. C'est vrai que jusqu'ici, on a vu l'Égypte. Bon, même si l'Égypte, son meilleur ennemi, c'était elle-même. On a vu l'Algérie, j'ai presque envie de dire pareil. La Tunisie, un peu moins le cas, hein, parce que pour le coup, on a, comme le disait Al-Rami, on les a jamais sentis véritablement en position de gagner ce match. Euh, on peut imaginer justement une difficulté liée au fait de jouer, voilà, d'être en Afrique subsaharienne, Je pense que véritablement. c'est en fait,
Je pense que dans un mode qualif où il y a un déplacement juste pour 4 jours, la Tunisie a toujours montré historiquement une belle capacité à voyager. Pour les compétitions un peu plus longues, c'est-à-dire la répétition de matchs de haute intensité, pas du tout au même rythme que d'habitude. Il faut un temps d'adaptation sur comment tu gères tes temps forts, tes temps faibles. Et ça, la preuve en est, c'est que depuis maintenant plusieurs CAN, souvent le premier match est raté. Et souvent, il y a des phases où, sur un match, tu es dominé 30, voire 40 minutes, voire plus. Et il s'en faut de peu pour que si l'adversaire est plus réaliste, il te punisse et marque plus. Ça, c'est quelque chose de systématique. Je pense plus que c'est lié à une gestion de rythme de match que de localisation Ouais. de compète. Alors voilà, donc concrètement, la Tunisie, tu l'as dit, démarre mal. Alors il y a 2 manières de mal démarrer. Il y a la manière la moins pire qui aurait été d'avoir au moins de faire match nul, un petit peu à l'image de l'Égypte, un petit peu à l'image de l'Algérie et dans ces cas-là, bon, tu limites les frais, c'est pas le cas. Heu, on en a parlé en off, mais on va être quand même obligé de parler des analyses d'après-match et notamment, de la fameuse déclat de ton cher sélectionneur. Alors effectivement, c'est déjà arrivé, hein, qu'on perde le premier match et qu'on aille gagner derrière, hein. Il a pris un exemple avec l'Argentine qui a perdu face à l'Arabie Saoudite. La Tunisie, elle est capable de faire une Argentine, 2022 là? Ben, pour le coup, je pense que ça n'aurait pas été nous rendre service que de faire match nul. Honnêtement, moi, c'est mon avis. Parce que il n'y aurait pas eu ce côté dos au mur explicite qu'il y a désormais. Euh, le... c'est vrai que l'exemple, je pense qu'il aurait fallu quelque chose de plus transposable avec ça, effectivement. C'est-à-dire que depuis 2013, la Tunisie commence plutôt mal ses CAN, soit par un match nul, soit par une défaite. Donc, chose qui n'a jamais empêché les générations récentes de tout de même réagir. Mais le souci, c'est que l'impression donnée, sur les CAN précédentes, il y avait quand même des points positifs plus importants, des phases de match, des bouts de match dominés un peu plus. Et puis là, on va se retrouver face à un Mali qui a déjà 3 points et qui a encore dans la tête le barrage pour la Coupe du Monde 2022, qu'il n'a certainement toujours pas digéré contre la Tunisie. Ils vont arriver avec une motivation et une envie de mettre de l'intensité qui va être telle que va falloir laisser passer une sacrée tempête, quoi. Ouais, parce que le souci qui va se poser à la Tunisie maintenant, c'est qu'elle est censée avoir affronté, l'adversaire le plus faible. Sur le papier, hein. Sur le papier et le match du soir dont on va parler Semble le étaye démontrer. un peu ça, semble Ouais. le démontrer, ouais. Ouais, semble le démontrer. Justement, on va y passer. Bien pessimiste, Farouk, sur la Tunisie, nous dit Lotto Desto, pardon. J'ai bien aimé ton jeu de mots, hein, Baptiste. La Tunisie, ils y voient rien, pas mal. Je vois que Pierre Gerbeau, l'esprit de Pierre Alors, Gerbeau se transpose en Corée du Sud. ces blagues-là ont été brevetées par M6 il y a désormais 25 ans. Je ne suis pas sûr que Baptiste soit autorisé à utiliser ce genre de savoir-faire. Et effectivement, l'Espagne 2010 perd son match d'ouverture face à la Suisse aussi. Voilà, bah écoute, on va le souhaiter à nos amis Ah bah tunisiens. après, des exemples, on peut en Bah, on en, trouver on en plein, trouvera mais toujours, hein. le souci, c'est que là, l'impression qui a été donnée, et C'est ça. vu que les deux autres protagonistes du groupe ont laissé une bien meilleure impression, il va falloir vraiment. Bah en fait, si on se pose la question de ce qu'il va falloir, c'est vraiment une animation différente. Peut-être, moi personnellement, il y avait 2 ou 3 joueurs que je m'attendais à voir. J'espère qu'ils vont jouer samedi. Va falloir au moins ça, ouais, quand même un petit renouvellement pour espérer voir un autre visage. Mais est-ce que tu penses, on conclura là-dessus, je demanderai après 2-3 impressions à Letko et on passera après au Mali. Est-ce que tu penses que changer de système à l'heure de jouer le Mali, c'est le bon moment pour le faire? Je pense qu'il faut rester sur l'option de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire quelque Ouais. chose de connu, de maîtrisé, c'est-à-dire Laïdouni et Skiri, avec devant eux éventuellement un milieu plus relayeur. On se pose toujours la question depuis des années sur
est-ce que Msakni a suffisamment les jambes pour être un starter? Est-ce qu'on le fait rentrer plutôt comme joueur ayant un impact? Là, sur la config qu'on a vue, la question va toujours se poser, mais en tant que capitaine et qui joue sa 8e CAN, c'est difficile d'envisager qu'il ne débute pas. Mm. Le truc, ça va être de remettre un peu Achouri dans le bon sens du jeu, parce que il avait fait des bonnes sélections en septembre et en octobre, donc c'est quand même un joueur avec des qualités qu'on a vues en Champions League européenne. Et puis voir un peu les options qu'on peut avoir comme neuf. Mais moi, personnellement, il y a 2 ou 3 joueurs qui n'ont pas joué, que je souhaiterais voir pour que ça fasse quand même, pour redynamiser un peu l'ensemble, si on a bien besoin. Eh ben, réponse dans 4 jours, hein, puisque Tunisie-Mali sera le match de 21h dans 4 jours. Alors déjà, ce sera 21h, ça sera peut-être un peu mieux, même si je sais pas s'il faisait si chaud que ça à cette heure-là, je suis pas sûr. Mais bon. Mais après, pour le coup, je répète, même si c'était un petit peu un pied de nez, j'avais vu la vidéo de la phrase, et effectivement, c'était un peu pour évacuer le sujet. Une nouvelle fois, la Tunisie a été demi-finaliste 2019 en faisant 3 matchs nuls en phase de poule. Fini en quart après avoir commencé par une défaite contre le Sénégal en 2017. Donc, des mauvaises entames, il y en a eu. Des mauvaises entames, il y en a eu. Et on en revient à ce qu'on dit tous les soirs, même en off. Là, ils vont entrer dans la team. Tu peux aller chercher la qualif à 3 points. Hein, donc, voilà. Voilà. Et puis déjà, une moins pire config de différence de but que l'Afrique du Sud. C'est ça, exactement. Voilà, juste une petite question. Après, je passe à Letco et ensuite on ira sur Mali. Tu le trouves comment, Bachir Ben Saïd, Farouk? Question de Gringo dans le chat. Ben, moi j'ai bien aimé. En fait, c'est entre guillemets pas des arrêts si difficiles que ça en première mi-temps. Les frappes sont sur lui. Il a été un peu plus sollicité sur la deuxième mi-temps. J'estime que le but n'est pas pour lui. Je continue à penser que c'était la meilleure option. Moi, ce n'est pas le secteur de jeu qui m'a le plus suscité d'interrogations. En tout cas, c'est pas Ben Saïd qui a suscité le plus d'interrogations, c'est certain. Ouais, voilà. Bon, on va recueillir les avis de. Alors, Letco n'a pas vu le match, hein, vous comprendrez dans un instant pourquoi, ou par bribes. Ton sentiment général à toi, en tant que Tunisien, Letco, sur cette défaite. Alors voilà, hein, tu nous l'as dit, hein, tu t'y attendais, enfin pas à la défaite, mais à ce que ça foire. Ton sentiment général, tu es dans quel état d'esprit après cette défaite? Enfin, j'ai deux états d'esprit, pardon, excuse-moi, qui s'entrechoquent. C'est que bon, il y a un côté où, voilà, moi et Farouk, on est des suiveurs de cette équipe, donc on sait un petit peu ce qui se passe au sein de cette sélection, donc on n'est pas surpris de ces mauvaises prestations. Un gros problème d'identité de jeu. Avec la qualité des joueurs que tu peux proposer beaucoup mieux, des circuits. Enfin, voilà, enfin, je sais pas, il y a une identité de jeu que tu peux mettre en place. Tu es mondialiste, tu finis ton mondial 2022 sur une victoire sur l'équipe de France. Normalement, tu as de quoi faire pour proposer mieux. Et le problème, c'est qu'avec ce sélectionneur-là qui avait posé sa démission à la fin de la Coupe du Monde 2022, qui a été refusé et qui a été reconduit, euh, on ne sait pas où est-ce qu'on va avec lui, quoi. Vraiment. Donc, on ne sait pas quelle identité il veut donner, soit une identité défensive, offensive, quel est son style. On ne sait pas où est-ce qu'on va avec ce sélectionneur-là. Le pauvre, lui, il est parachuté là et par souci de patriotisme, il reste là parce qu'on lui a demandé de rester là. C'est compliqué. Donc, c'est pour ça que on a fait 2 matchs amicaux juste avant cette CAN qui était contre la Mauritanie. On a péniblement, comment dire, euh, pu créer du danger face à cette équipe mauritanienne à domicile, plus un match à huis clos où on n'avait pas le droit de voir le match contre le Cap-Vert où on gagne 2-0. Donc, on ne sait même pas si on a fait un bon match ou un mauvais match. On ne le sait pas et on ne le saura jamais. Contre la Namibie, déjà, je voudrais les féliciter. Bravo pour leur première victoire dans une compétition internationale qui est la CAN. Bravo à eux, ils ont mis les ingrédients qu'il fallait, l'envie, ils ont mis beaucoup de générosité, ils ont joué sans complexe. Et ben moi, c'est tous ces ingrédients-là que j'aimerais bien avoir dans mon équipe à moi.
C'est en fait, qu'on joue une équipe plus forte ou plus faible. En fait, nous, enfin, je sais pas comment Farouk lui voit les choses, mais moi, je vois des joueurs qui sont pas l'air d'être vraiment épanouis, quoi. Vraiment solidaires, parce on nous a raconté une histoire comme quoi les joueurs étaient solidaires, que les joueurs étaient vraiment dans une cohésion d'équipe solide et que voilà, qu'ils allaient tout donner pour le maillot. Voilà, enfin, soit c'est un problème de maladresse ou de précipitation dans les derniers gestes pour conclure les occasions contre la Namibie. C'est tout ça qui me chagrine. C'est tout ça qui me chagrine. Tout à l'heure, on va parler de Oman, avec des joueurs de moins bonne qualité que la Tunisie, propose beaucoup mieux. Propose enfin voilà, tout à l'heure, j'en Mais ce qui est, parlerai, mais mais ce qui est intéressant, vas-y. ouais, non, non, mais ce qui est intéressant, c'est que ce que tu dis par rapport à la notion. Après, on va en parler avec le match du Mali-Afrique du Sud, hein, où enfin, franchement, entre les deux matchs qu'on a eu cet après-midi et le Mali-Afrique du Sud d'après, il fallait se mouiller aussi la nuque. En termes d'intensité et d'envie, c'est assez intéressant parce que ce que tu dis de la Tunisie sur la notion du on n'a pas la sensation qui est en fait une véritable, je ne sais pas si on peut dire implication, ou voilà, on s'est fait la même remarque sur l'Égypte qui s'est auto-endormie, qui s'est dit easy. Je sais que les Algériens ont beaucoup reproché à l'Algérie, bah, justement, à certains joueurs, leur degré entre guillemets d'implication. Je ne sais pas si on peut parler d'implication ou le fait d'être concerné, mais en tout cas, cette incapacité à essayer de changer les choses, en fait. Et c'est Bah, dans l'état d'esprit. C'est assez rigolo. mhm. Enfin, c'est assez marrant le parallèle entre ces trois sélections, quand même. Non, mais bien sûr, mais en plus, voilà, tu me fais penser à quelque chose de très important. C'était notre identité de jeu d'avant. On nous, on nous qualifiait que beaucoup de grinta, donc qu'on est une équipe qui a beaucoup de grinta, de grinta, mais la grinta, en ce moment, on ne la voit plus. La grinta qui faisait notre identité Et de jeu. ce qui vous rendait particulièrement pénible à jouer. Exactement. Et bah là, avec les occasions que j'ai vues lors d'un résumé et que mon frère aussi qu'on a regardé ensemble, tu vois que la Namibie a eu plusieurs situations dangereuses, quoi. Et pour répondre un peu à la question pour Bachar Ben Saïd, euh, c'est pas vraiment sur lui que j'ai envie de taper ce soir. Ah, c'est pas vraiment sur lui, c'est sur un dispositif euh, qui a montré ses limites. Des joueurs qui ne sont pas placés à leur poste préférentiel dans leur club et qui devraient avoir le même poste dans cette équipe de Tunisie pour profiter de leur qualité et de nous aider à créer du danger et finir les actions. C'est tout ça qui va pas. C'est tout ça qui va. À partir du moment où tu as un entraîneur qui est sous-payé et qui est même, presque même pas dans le top 10 des salaires de cette CAN, pour moi, ça veut tout dire. Je suis désolé, mais on ne peut pas avoir de la compétence entre guillemets, avoir un salaire aussi bas, par exemple. Ouais. Voilà, enfin, je sais pas comment tu vois les choses, Nico, mais voilà, tu peux pas payer Bah, un tu peux pas avoir de ingénieur la 1200 qualité low euros, cost, en quoi. fait. Voilà, exactement. Hmm. Tout à fait. Mais pour le Voilà. coup, je sais pas sur les les derniers mois, dernières années, je sais pas si d'autres techniciens nous avaient été proposés ou se sont positionnés. Ça, pour le coup, j'ai pas souvenir sur l'année écoulée qu'il y a eu de noms qui soient sortis. Il me semble pas beaucoup. Enfin, Ouais, la question En fait, aussi, elle est de là. en fait, Est-ce que dans ces cas-là, enfin, mhm. parce que indépendamment d'ils ont été proposés, est-ce qu'ils ont été prospectés aussi, ou est-ce qu'il y a eu des refus? Ça, de toute façon, on pourra jamais le savoir. alors, Concrètement, ces questions-là, on n'aura alors, jamais la réponse. moi, je peux te répondre à cette question à Farouk et à toi, Nico, et après, je pense qu'on pourra conclure sur ce Ouais. match ignoble. Euh, oui, il y a eu un sélectionneur qui aurait dû signer avec la Tunisie et c'était très très chaud. Les billets d'avion étaient réservés pour cet homme-là. Aujourd'hui, il est sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, je vous laisse chercher qui est le sélectionneur de la Côte Bon, d'Ivoire. c'est pas dur, Jean-Luc hein. Gasset. Voilà, c'est Jean-Luc Gasset qui aurait dû nous rejoindre à ce moment-là parce il voulait absolument une équipe africaine. C'était son souhait, c'était ce qu'il voulait, c'est ce qu'il souhaitait. La Tunisie s'est proposée à lui. Il y a eu des grosses des discussions avancées avec Wadi Jari. Euh, mais Ouais, malheureusement, on ne peut pas savoir. ça a pas abouti. Bon, Ça n'a pas après, abouti parce que je pense que pour des questions financières, je pense. ouais, c'est possible aussi. Après, Voilà. ça doit pas être tout à fait gratuit, hein, Jean-Louis Gasset. Ben, en tout cas, on va voir, hein, c'est pas fini pour la Tunisie. On le disait, on l'a répété sur les émissions précédentes. On va passer notre temps à le répéter. On va même en reparler tout à l'heure, notamment quand on va aborder la Thaïlande. Euh,
3 points, tu peux passer. Donc, et la Tunisie peut encore faire 6. Hein, donc voilà, on va pas les enterrer. Parce que, comme le disait. Nico, il va falloir qu'on se mouille la nuque, et pas que la nuque, pour avoir les 6 points. Ah bah justement, parce qu'on va parler du Mali, mais après comme Oh. disait Farouk aussi, ça peut être la claque qu'il fallait pour se mettre dans le bon sens aussi. Tu sais, c'est toujours des analyses à double sens, hein, c'est-à-dire soit tu sombres, soit c'est la claque et tu te réveilles. Donc on aura la réponse dans 4 jours. Je vais pas être pessimiste, mais je pense que c'est plutôt la deuxième, c'est plutôt la première option que tu as dit. Et promis, je dirai pas, les on verra. Tunisiens sont des gens inquiets. On va passer justement au prochain adversaire. C'était Frankie The Beef dans le chat qui disait est-ce que c'était pas le meilleur match de la CAN, ce Mali jusqu'ici, hein, ce Mali Afrique du Sud. C'était un très très beau match. Alors pour le coup, que ça soit en Asie ou en Afrique, le dernier match a été vraiment le plus beau et probablement l'un des plus beaux de la première journée. La victoire du Mali 2-0. Je sais pas ce que t'en penses, Farouk, mais alors, à la mi-temps, c'était difficile d'envisager une victoire du Mali 2-0. Non, et ce qu'on avait vu de l'Afrique du Sud était plutôt plaisant sur la première mi-temps. Il y avait vraiment des mouvements très intéressants, des projections. On sentait quelque chose de bien rodé. Et puis, pour le coup, quand vous avez un 11 de départ dans lequel 7 joueurs font partie du même club et jouent depuis potentiellement 2, 3, 4 ans, c'est vrai que ça aide à avoir un peu des automatismes. En l'occurrence, pour l'Afrique du Sud, c'est du coup le gardien, 3 défenseurs, sauf erreur de ma part, 2 milieux et un attaquant des Mamelodi Sundowns, qui sont toujours l'habituel candidat à la Champions League en finissant toujours top 8 ou top 4 depuis maintenant 3-4 ans. Donc c'est ça la principale ossature de l'AF Sud, avec Percy Tau qui a été particulièrement dangereux. C'est vrai que le penalty, forcément, si le penalty ne finit pas dans les nuages, ça te change le de match. scénario peut être un peu différent. Et ce qu'on peut dire, c'est que le Mali avait aussi une belle impression d'animation dans l'engagement physique, peut-être un peu moins coordonné et plus d'initiatives individuelles répétées que l'Afrique du Sud. Mais ce qui a changé aussi, je pense aussi, c'est que dans une mesure un peu moins pire que pour l'Algérie, il y a eu comme pas une déconnexion, mais un fléchissement sérieux de l'Afrique du Sud au retour des vestiaires. Et le Mali ne s'est pas gêné pour en profiter. Déjà, d'une part, sur la manière de se procurer des coups de pied arrêtés, et c'est un de ces coups de pied arrêtés qui mène à l'ouverture du score d'Amari Traoré. Et puis surtout le beau mouvement, la belle finition de Sinayoko, qui ont un peu décidé du sort du match. Pour autant, l'Afrique du Sud finit bien le match et se procure encore des occasions, même s'ils avaient un peu la tête dans le seau. Mais c'est dans une moindre mesure que l'Algérie. Je trouve qu'il y a eu une très belle première mi-temps de l'Afrique du Sud et un fléchissement sérieux. La légende raconte que le ballon survole encore Tombouctou, nous dit Al-Rami. C'est vrai qu'il est incroyable. Enfin, après, il est incroyable. Au début, je me suis dit, mais il nous a fait n'importe quoi. Et en fait, sur le ralenti, il vise juste la lucarne, en fait. Hein. Et il se foire. On dirait moi qui fait le challenge de la lucarne. Hein. Mais si on reprend Jean-Michel Larquet qui conseille Dimitri Yachvili, le corps, le ballon, traverser et pas être en arrière. Ah oui. Mais on voit qu'il ouvre le pied et tout pour aller chercher la lucarne. Après, il est mal positionné, lui, avec son corps et tout. Mais voilà. J'ai adoré le jeu proposé par l'Afrique du Sud en première. Leur flanc gauche avec Maseko a mis le feu à la défense malienne. Bien aimé Zouané, beau joueur. Persito, c'est pas possible. Il n'a rien fait de bien. Le pire, c'est pas le penalty, c'est quand il oublie Évidence seul au deuxième poteau pour tirer dans son angle fermé. Lui, sur la deuxième occasion qui suit. Lui et Zulu coûte la défaite à l'équipe. C'est un peu sévère, je trouve, Max là. Moi, j'ai bien aimé Persito, hein, vraiment. Après, sur cette fameuse occasion-là, je pense que ce qui lui fait défaut, c'est sa deuxième touche de balle qui lui ferme l'angle. Et parce que le premier contrôle orienté est pas mal. Quand il est servi dans la profondeur, il y a une deuxième touche où en fait il se ferme la possibilité. Je suis pas convaincu qu'il puisse centrer en fait. Vu comment il est positionné, on va reparler de positionnement du corps, mais je suis pas convaincu qu'il puisse véritablement centrer. Après, ouais, l'Afrique du Sud, ça joue au football. Je me suis fait la remarque, j'ai regardé rapidement avant la mi-temps. C'était quasiment une équipe de Tchad hein,
en première période, il n'y a qu'un seul joueur qui joue à l'étranger, hein. Enfin, qui joue hors Oui, Afrique, mais pardon. après, c'est, comment dire, là, c'est un autre degré que le Tchad, c'est-à-dire que c'est une équipe qui est candidate à la victoire en À la Champions Champions League. League, ouais. Et alors, effectivement, là, ça va leur faire de drôles de retrouvailles avec la Namibie parce que du coup, ils ont un de leurs coéquipiers qui sera en face et pas le moins Pas le moindre. productif. Pas le moins productif, donc ça va être intéressant à suivre. Mais c'est sûr que quand tu es habitué à avoir un vécu de groupe Ouais. comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile d'installer des choses, et des automatismes et un système que essayer de faire dans la continuité un groupe avec forte diaspora où il y a quand même des discontinuités de présence. Après, ça change rien au fait qu'ils ont très sérieusement fléchi en deuxième mi-temps. C'est exactement ça. Ils ont très, très, très sérieusement fléchi en deuxième mi-temps. Tu le disais, il y a eu une baisse physique. Je pense que l'entrée de Koulibaly, elle a fait du bien aussi au milieu de terrain malien. Euh, je trouve qu'il a apporté un peu plus de présence aussi et ça a bien aidé à faire basculer définitivement physiquement cette rencontre, je trouve, surtout dans l'entrejeu. Mais ils ont fléchi. Alors, au final, on a tous été emballés par ce qu'ils ont proposé dans les 45 premières minutes, mais au final, ils prennent quand même 2-0, donc ils sont pas dans la meilleure des dispositions. Il y a un côté un petit peu rassurant, parce qu'on l'avait dit hier, on l'avait dit aussi dans le guide, on ne savait pas trop sur quel pied danser avec cette Afrique du Sud, on ne savait pas trop à quoi on allait s'attendre. Au final, on a été plutôt séduit par la première période. La grande question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que cette Afrique du Sud est capable de répéter la première période, et surtout de la tenir un match, en fait. Ben, ça va dépendre de la manière avec laquelle ils réagissent, sauf erreur de ma part, je crois que Namibie, Afrique du Sud est à 18h samedi, juste avant, si je dis pas de bêtises, ou le lendemain, je sais plus. Je sais plus. Je te Je pense que le... l'ordre va beaucoup conditionner le Il est le scénario. lendemain à 21h. Ben, c'est difficile de savoir comment est-ce qu'ils vont se positionner dans leur tête si on connaît pas l'issue de Tunisie-Mali, je pense. Bah ouais, c'est vrai. Donc en fait, cette question-là, on se la posera après Tunisie-Mali. Je pense parce Mais c'est vrai que que d'un autre côté, si on imagine le pire scénario pour toi, c'est-à-dire une victoire du Mali et donc un Mali à 6 points, ça relance totalement l'Afrique du Sud. ça relance totalement l'Afrique du Sud qui, je pense, aurait bien vu d'un bon œil, que ce soit pour la deuxième place ou la troisième place globale, une réduction du score. Parce Ouais, que effectivement, dans les inégalités générales, je trouve ça un peu injuste, tu vois, de comparer des diffs de buts entre des personnes qui ne se sont pas affrontées. c'est ça. Mais ce -2, il est fâcheux pour eux et il va peut-être les obliger à prendre des risques, ce qui peut avantager la Namibie dans sa manière d'aborder le match, quoi. Bon, surtout si elle continue d'être aussi dangereuse dans sa verticalité, et notamment, on verra si elle adopte la même stratégie d'ailleurs, ou si c'était une spéciale Tunisie. On verra. Et puis les retrouvailles de Chalolilé avec Exactement. ses potes. Exactement. Et ça sera donc le 21. Le 21, c'est dimanche, c'est ça? Non, C'est je dimanche, sais ouais, plus. c'est le C'est lendemain. dimanche. Ouais. C'est dimanche. Voilà concrètement pour les 3 matchs du jour en Afrique. Il va nous en rester 2 dans cette première journée. Ça sera demain. 2 matchs seulement en Afrique. Un à 18h, ça, l'entrée en lice du Maroc. L'entrée Très en attendu, liste très très, attendu. très, très attendue du Maroc, qui affronte la Tanzanie. À 21h, la RDC jouera la Zambie, match qui est sur le papier aussi assez intéressant. Voilà, Al-Rami nous dit miam, j'aurais presque dit pareil. Mais évidemment, forcément, on va véritablement attendre le Maroc. J'ai presque envie de dire, par rapport à tout ce que l'on disait tout à l'heure sur les, les Maghrébins, les représentants maghrébins qui auraient peut-être du mal en Afrique subsaharienne, voilà, on va attendre la réponse du Maroc, concrètement. Bah là, En plus, avec qu'on leur veut statut voir, de demi-finaliste de la Coupe du Monde. ce qu'on veut voir, c'est la transition entre une bonne représentation au niveau mondial, avec la capacité à installer une suprématie sur le plan continental. Historiquement, il y a toujours eu une petite difficulté dans la transition vers ça. Chaque fois que le Maroc a fait une bonne Coupe du Monde, la CAN suivante n'était pas au niveau espéré, que ce soit en 98, que ce soit en 2018. Là, je pense que ce qui est très très clair dans leur tête, c'est que
ils veulent sortir de ça parce que le Maroc n'a gagné qu'une seule CAN dans son histoire. Là, d'être allé plus loin que n'importe quelle sélection africaine en Coupe du Monde, normalement, tu as l'envie de traduire ça en suprématie continentale et enfin briller concrètement. Sur la dernière CAN, ils sortent contre l'Égypte sur un match où tu sentais un peu plafonner les intentions offensives. Là, maintenant, ils ont du matos. Et il faut montrer que ce matos-là est capable d'envoyer du jeu. Ça Ouais. va être ça le principal objectif. Il y a des petits jeunes qui frappent à la porte, qui font plus que frapper à la porte, que ce soit El Khanos et Saïbari. Tu as un Ziyech qui arrive pas trop mal affûté, qui a fait plutôt une Qui se relance bien. demi-saison, ouais, demi-saison plus que décente en Turquie. Je ne sais pas dans quelle mesure il va pouvoir s'installer dans la hiérarchie, mais Amin Harit, je pense, vient extrêmement revanchard d'avoir pas pu Oui. participer à la Coupe du Monde 2022. Je pense qu'il va avoir la dalle. Oui, ça c'est très possible. Donc, Et en plus, ouais. Amin Harit arrive dans une bonne forme aussi. Oui, bah en fait, la manière avec laquelle il a switché après la blessure très très grave est plutôt bonne. Et ils ont un sélectionneur qui connaît ce contexte-là à l'échelle club, c'est-à-dire qui a passé des années à apprendre la gestion des temps forts et temps faibles avec le FUS, qui a été champion avec le FUS, qui a aussi connu de grands accomplissements avec le Wydad Casablanca, donc c'est-à-dire qui connaît les tenants et aboutissants et les détails de comment se gèrent des matchs sur le plan continental. Normalement, là, que ce soit sur le plan savoir-faire sur le banc et savoir-faire sur le terrain, tu es censé avoir tout. Maintenant, il faut passer le petit cap qui reste. Voilà, et on va les attendre demain face à la Tanzanie. Vous êtes dur avec Amin Harit, Monsieur Yass et Baptiste, vous êtes dur. Ça sera donc les rendez-vous de demain. Les deux matchs de la zone Afrique qui concluront cette première journée de la CAN. Et je me permets juste un dernier petit Je t'en prie. mot. J'ai hâte de voir la prestation de Patson Daka avec la Zambie. Patson Daka est un joueur assez spectaculaire Ouais. qui est très prolifique avec la Zambie. Il y a quand même moyen que ce RDC Zambie soit spectaculaire, hein. J'espère que j'ai pas déclenché un effet Halo, mais il y a moyen qu'il soit spectaculaire. Ouais, ça va être intéressant à suivre. Et je serais pas si loin de penser que voilà, entre toute l'armada de la RDC qui veut cette fois-ci prouver la vraie capacité à faire un bon parcours et qui ne se réduit pas à une sortie de route potentielle 8e quart, avec beaucoup de joueurs qu'on connaît bien, que ce soit les Kakuta, les Bakambu, les Johan Wissa, etc. En face, une Zambie assez athlétique, assez rapide et qui a un attaquant très efficace. Je pense que ça va être intéressant à suivre. Voilà, mais je sais Baptiste, j'ai dit ça, j'ai déclenché le 0-0 pur, je sais, je suis désolé. J'ai rien dit, vous avez rien entendu, ne prenez pas cet extrait, il s'est rien passé. J'étais sous un pont, vous avez pas entendu, il n'y avait plus de réseau. Voilà, réponse demain donc pour ces deux derniers matchs, ça nous permet de conclure. Faire pire que Burkina-Mauritanie, ça va être dur, c'est pas faux. Et Alice Amata pour la Tanzanie, passé par Genk en Belgique, je serais heureux de le revoir. Bah écoute, ouais, Qui est plus proche de. Enfin, les bonnes années. elles sont derrière lui. Hein. Bah, je pense, ouais. Mais Ouais. en tout cas, c'était un. Mais c'était un joueur aussi très, très, très beau à avoir joué. Mais effectivement, ça fait quand même toujours plaisir de le revoir. Voilà. Ouais. Mais voilà. Les bonnes années du TP Mazembe. Ouais, exactement. Réponse demain. Donc, c'est ainsi qu'on va conclure cette page africaine. On va remercier Farouk et le laisser repartir dans sa petite dépression. Mais non, ça va. Vous avez vu, ça va mieux à la fin. Il a le sourire. Allez, vous savez quoi? Je vais vous montrer un dernier truc. C'est du foot, c'est la vie. Ouais, c'est que du foot. Juste un petit dernier truc, histoire de donner le sourire à tout le monde, parce que je voulais en parler hier et j'ai oublié sur l'Afrique. Il y a un conseil. Je vais vous donner un conseil sur les réseaux sociaux. Ça, Farouk peut presque deviner de quoi je vais parler parce que ça me fume à chaque fois. Suivez le compte français de la CAF, vraiment. Je vous invite à le faire. Alors d'habitude, voilà, les comptes officiels des confédérations, bon, on n'y apprend pas grand-chose, il y a pas, voilà. Mais si vous avez envie de vous faire du bien, regardez bien ce compte-là. On parle du compte officiel de la Confédération africaine.
Je pense qu'on peut dire quand même que le français est l'une des langues parlées en Afrique. Et je vais vous montrer pourquoi c'est drôle. Voilà ce qu'il tweet, par exemple, quand Amari Traoré ouvre le score pour le Mali ce soir. Amari Traoré ouvre le cadenas et donne l'avantage au Mali. En fait, c'est Google Trad. Ils utilisent Google Trad pour traduire en français les tweets qui sont initialement postés en anglais. Donc, en fait, en anglais, ouvrir la marque, c'est Breaking the Deadlock, qu'on pourrait traduire littéralement par ouvre le cadenas, mais ça ne veut pas dire ça. Et si vous en voulez un autre exemple absolument magnifique, j'ai oublié de le passer hier, c'est le penalty. Le but de Mabouloulou pour l'Angola, le penalty. Il se transforme sur place pour mettre l'Angola à niveau. Voilà. Bah, c'est des trades automatisés, et puis en français, ça donne quelque chose de pas cohérent. Voilà, c'est toujours exceptionnel. Je vous invite vraiment à suivre. Voilà, vous avez, vous voyez, c'est CAF_online_FR. Si vous avez envie de vous fendre la poire pendant les matchs, vous attendez leur tweet. Et puis voilà, ça vous remet toujours un petit peu le sourire. Et voilà, on va finir la page africaine là-dessus. Il y a aucun non mais alors indépendamment de dire, c'est vrai qu'il n'y a pas de francophone en Côte d'Ivoire, disons, on va dire même il n'y a pas de francophone en Afrique, hein. Parce que c'est le compte officiel, c'est pas le compte de la compétition, c'est le compte officiel, c'est-à-dire que toute l'année c'est ça, hein. La Ligue des Champions, enfin toutes les compétitions sur lesquelles il tweet, c'est tout le temps ça. Donc c'est juste absolument magnifique. Voilà, merci Farouk. À demain. Merci, bonne soirée à tous. Et on va aller, nous, du côté de l'Asie, avec quelqu'un qui a le sourire, lui. Voilà, hein, on va retrouver un peu le sourire. Des tweets faits par des bots. Ouais, ils sont traduits, en fait. Alors, c'est probablement fait par des bots, en fait. Il y a peut-être un bot pour traduire automatiquement. Mais bon, voilà. Bref, on va aller en Asie, où Al-Rami nous dit que Taremi devrait rejoindre l'Inter cet été. Ça fait déjà 15 ans qu'il doit partir de Porto, mais bon, on verra bien. On va aller justement sourire un petit peu. On va entendre quelqu'un qui a le sourire. On va pas se mentir, c'était pas trop compliqué. On va parler de la Thaïlande, Francky. On va en parler avec Jonathan. Joe, comme on disait tout à l'heure en introduction, voilà, le boulot a été fait par la Thaïlande. Le boulot a été fait dans un contexte qui est complètement catastrophique. Donc, juste pour replacer un petit peu le contexte, le précédent coach, Mano Polking, a été pendant la période du Nouvel An, un peu avant. Il a été remplacé par le japonais Masadada Ishii, qui en fait est l'ex-coach du club principal du pays, Buriram, qui a aussi entraîné Samut Prakan City en Thaïlande. Donc en fait, le contexte est globalement autour de l'équipe est explosif. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails et je ne vais pas extrapoler et développer tout ce qui s'est passé, ce serait trop long, hein. Rien que ça mériterait 2 heures de podcast. Mais voilà, en fait, l'équipe nationale a été touchée par le fléau qui détruit son football depuis des années. C'est des instances politiques, des jeux politiques et institutionnels malsains qui tournent autour de l'équipe nationale. Et donc, grosso modo, la Thaïlande a changé de coach il y a 3 semaines. Donc, il faut bien réaliser qu'en fait, c'est le premier match officiel, le premier match de compétition de Ishii sur le banc de la Thaïlande ce soir. C'était son premier match. Alors, il y a eu un match amical qui était ni fait ni à faire contre le Japon le 2 janvier, qui a été perdu 5-0. Pire idée du monde de jouer le Japon. Mais alors, pire idée du monde, et en plus de ça, Bangkok United, Buriram, qui sont les deux, on va dire, deux mastodontes du championnat local, avaient décidé de ne pas libérer leurs joueurs juste pour, grosso modo, emmerder la présidente la présidente de l'équipe, là, enfin, le rôle de directrice générale de l'équipe, madame la fameuse Madame Bang. La fameuse, il y a tellement à dire. Bref, on fera franchement, il faudra qu'on fasse un podcast là-dessus. Ah, mais là, il faut faire un podcast, un livre. Ouais. On faudra qu'on trouve un moyen. Ah oui, j'essaye de l'avoir en interview depuis des mois et des mois, et en grosso modo, on me dit gentiment d'aller me faire voir. Bref, ça c'est une. Alors là, en plus, ils utilisent Google Trad aussi à leur tour pour traduire l'émission de ce soir. T'es pas près de l'avoir. Hein.
Ah oui, oui, non, mais ça c'est clair. Alors, pour le coup, j'ai déjà rencontré, l'entraîneur, actuel de la Thaïlande, Masatada Ishii, quand il entraînait Samut Prakan. C'est quelqu'un qui est très abordable, très, très gentil, vraiment une personne assez humble, mais bon, qui a eu aussi un comportement assez, je sais pas quel adjectif employer, mais bon, il rôdait autour de l'équipe nationale comme un vautour en attendant que Mano Polking se fasse dégager par, justement les gens en place, à la fédé. Donc bon, voilà, le contexte a été catastrophique. On peut aussi parler, de l'affaire Ekanit Panya, qui est en fait le jeune pousse, vraiment la star montante de l'équipe qui joue actuellement à Muangthong United, mais qui est en prêt à Urawa et qui a décidé avant la compète bah, de privilégier son club et sa carrière au Japon à Urawa et donc à lâcher tout le monde avant la compétition, ce qui a été un énorme coup dur tant le joueur est vraiment important dans le dispositif tactique. Il y a eu également la blessure de la superstar de l'équipe et meneur de jeu Shanatip, la blessure de l'attaquant principal Tirasil Dangda, l'attaquant de Biji Patum. Donc voilà, donc le contexte est atroce. Et donc, en fait, ce premier match était vraiment abordé avec un peu la peur au ventre, en se disant, mais qu'est-ce que ça va donner? Quelle figure va montrer la Thaïlande? Et donc, avec cette victoire, si tu veux, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est soulagement. Ouais. C'est un gros soupir de soulagement de se dire, bon, il y a la victoire. Non seulement il y a la victoire contre une équipe qui est logiquement plus faible, hein, on reviendra sur le Kirghizistan qui est vraiment, Ouais, c'est chaud. Hein. Ah oui, c'est chaud. Là, je sais pas quelle est la pire équipe du Ah, du c'est tournoi, ce qu'on se disait en off. Faudrait organiser un Malaisie-Kirghizistan. Ah oui, oui, avec Il le faut. Liban et Bahreïn dans l'autre demi-finale. Enfin, Ce on fait un quadrangulaire pour définir la pire de toutes. Quoique demain, alors bon, après, j'imagine que tu parleras de la journée de demain, mais Ouais. tu sais que demain, on a un bon Chine, Liban et Tadjikistan-Qatar. On va se régaler, hein. Écoute, alors, j'en parlerai tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure des matchs de demain, mais il se pourrait qu'on fasse le Liban-Chine avec Boris en live à 12h30. Ah, bah, Bon. je viendrai vous voir, tiens, Voilà. juste pour voir Je ne sais pas Boris. dans quel état sera Boris au bout de 10 minutes. Je ne sais pas si on tiendra jusqu'au bout, parce qu'alors, ça peut être pire que Burkina Faso-Mauritanie, cette histoire. Hein. Alors, j'ai pas vu Burkina Faso-Mauritanie, par contre, j'ai vu le premier match de la Chine, qui était pénible à regarder. De toute façon, la Chine est une équipe pénible à regarder. Alors, je dis ça en plus, ils ont joué contre la Thaïlande en éliminatoire de la Coupe du Monde en novembre dernier. Ils ont battu la Thaïlande et j'ai trouvé cette équipe assez combative, à défaut d'être spectaculaire et belle à voir jouer. J'ai trouvé vraiment une équipe combative, hargneuse, agressive, un peu expéditive, à la limite un petit peu de la brutalité, mais avec une vraie personnalité. Bon, alors c'est déjà ça, on peut déjà leur donner ça. C'est peut-être pas la pire équipe du tournoi, mais bon, c'est vrai que les Kirghizes, ouais, c'est l'équipe qu'on a vue ce soir. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, c'était la Thaïlande, c'est clair et net. Donc au coup d'envoi, on a vite remarqué en fait que Ishii a suivi les traces de Paul King d'un point de vue de la composition. Il est resté sur un 4-2-3-1 qui était cher à l'entraîneur précédent. Il a changé les deux milieux de terrain. Il n'a pas mis en fait les deux joueurs majeurs normalement du milieu de terrain qui sont Sarak et Kritsada Kaman. Il les a laissés sur le banc. Je pense qu'il a voulu marquer le coup. Il a voulu dire voilà, maintenant c'est moi et c'est plus Paul King. Il s'est vite ravisé en seconde mi-temps puisqu'il a fait rentrer Sarak, qui est vraiment un joueur pion essentiel de l'équipe nationale. Donc le 1 est assez identique à ce que faisait Paul King. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même eu beaucoup plus de mouvements. J'ai trouvé une équipe assez dynamique, qui a mis beaucoup d'intensité. C'était assez maladroit, c'est vrai. Mais bon, Ouais, mais comment ne pas être maladroit? Dans les intentions, c'était sympa. Dans les intentions, c'était tout à fait sympa. Et dès les premières minutes du match, c'est ça qui m'a surpris. Comme si l'équipe voulait prouver à tout le monde que
il n'était pas là pour rigoler et que malgré les problèmes externes, il y avait quand même cette envie de prouver que la Thaïlande n'était pas là pour faire figuration. Et j'ai envie de dire, de toute façon, au vu du contexte catastrophique dans lequel baigne la sélection nationale, surtout on va dire d'un point de vue institutionnel, j'ai envie de dire plus rien à perdre. Plus rien à perdre, tout à gagner. Je sais pas, j'ai pas eu d'écho de ce côté-là, mais peut-être que ça a soudé aussi le groupe, qui a eu une espèce je sais pas, de mission qui s'est créée pour se dire bon, tout est perdu. Maintenant, il reste plus qu'à gagner en fait. Voilà. Mais c'est vrai Surtout que moi. c'est vrai que par rapport à ça, je te coupe, excuse-moi, mais par rapport à ça, tu vois, on parlait tout à l'heure des notions d'implication dans l'état d'esprit, hein, tu vois, dans ce que les joueurs dégagent sur la notion. C'est toujours compliqué de dire, ouais, les joueurs, ils n'avaient pas envie. Enfin, on peut sentir que au niveau de l'implication, c'est pas ça. Pour le coup, on l'a vu sur le terrain, elle y était. On l'a vu aussi dans la façon dont ils ont célébré les buts, dont ils ont célébré la victoire à la fin. Je veux dire, par exemple, Tupacha, il était chaud patate hein, à la fin du match. C'est bon, il avait gagné la Coupe du Monde. Hein. Ah oui, oui, Sopacha, il était chaud. Moi, ce qui m'inquiétait en plus, c'est que ce sont des gars qui sont talentueux d'un point de vue technique, d'un point de vue physique. C'est une équipe relativement jeune quand même, mais j'ai envie de te dire, ce sont des bons gars. Je vais être un peu méchant, mais ils sont assez dociles tous. À part Tiraton, qui est le capitaine et qui a vraiment un gros caractère, je pense que ça vient de son expérience au Japon. Les autres, ce sont pas des gueulards, ce sont pas Ouais. des gars qui vont prendre l'équipe en main et dire bon, maintenant on va y aller, tout le monde est contre nous, tous les éléments sont contre nous, etc. Et moi j'avais vraiment peur de ce manque de caractère. Et je dois dire que bon, alors bien sûr, ça n'a pas été exceptionnel dans tous les domaines, mais ce qui m'a surpris, c'est vraiment, comme tu dis, voilà, la réaction de Supachai qui à chaque fois a célébré de manière intensive ses buts, ses coéquipiers qui ont été vraiment à fond aussi. Et cette notion de ne pas se laisser faire et vraiment d'aller de l'avant malgré les problèmes. Donc je suis assez impressionné par vraiment presque cette notion de résilience par rapport à la situation actuelle de l'équipe nationale. Et globalement, je trouve que ça a été positif. Alors, il y a quelque chose qui m'a inquiété, c'est qu'après le premier but de Supachai, donc qui intervient environ à la 25e minute, la Thaïlande a baissé le pied. Et ça, c'est quelque chose qu'on voyait déjà sous Paul King, qu'on voyait déjà, que moi je vois depuis que je suis cette équipe. C'est-à-dire qu'elle a tendance à ne pas tuer l'adversaire. C'est qu'elle va inscrire le premier but et puis elle va commencer à gérer tranquillement, faire tourner le ballon, attendre, reculer. Et j'ai vu ça. Je pense que tout le monde a constaté la même chose, à partir de la 30e, 35e minute jusqu'à la fin de la première mi-temps. Et à la mi-temps, je me suis dit, aïe, j'espère que ça va pas faire comme contre la Chine en novembre en éliminatoire de la Coupe du Monde, ou alors plus récemment, beaucoup plus loin, en septembre dernier lors du tournoi amical de la Kings Cup, où la Thaïlande avait joué l'Irak en finale et pareil, elle avait marqué et puis elle s'était laissée aller tranquillement et elle avait fait preuve d'un manque de caractère qui a finalement coûté la défaite à la fin. Je pense que Ishii à la mi-temps a dû remettre un peu les pendules à l'heure et a dû dire, je pense, bon, c'est un entraîneur qui est assez intelligent, il a dû se dire, bon, on va éviter de faire les mêmes erreurs que sous l'ère Paul King, et il a remis un peu les têtes en place, ce qui fait que la Thaïlande a réattaqué la seconde mi-temps de manière aussi intensive qu'elle avait attaqué la première. Donc ça, c'est aussi un point de progression à souligner dans cette équipe qui a tendance à baisser le pied et à ne pas être assez je vais employer un mot un peu extrême, mais meurtrière. Voilà, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, ouais, non, mais complètement, Ni- complètement. Après, oui, 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 on peut Ni- l'utiliser ce mot. Hein. Elle ne tue pas ses adversaires. Nico, Oui. oui, j'ai une question pour Joe. Donc, déjà, bon, salut Joe. C'est Salut à notre toi. première ensemble. Salut. J'avais une question sur Supachok. Comment il a été? Parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je suis un petit peu vu que je suis la G-League. Mhm. Bon, Terraton, je le connais très très bien parce que je suis supporter des Marinos depuis presque maintenant 20 ans. Donc, c'est un joueur que j'aime beaucoup et je suis content qu'il d'après tes dires, a été plutôt solide.
Oui. Voilà, j'aimerais bien avoir tes observations sur ces deux joueurs-là. Bah, Tiraton, c'est clairement l'âme de l'équipe, c'est le gueulard, c'est en plus d'avoir une qualité technique, une qualité de vitesse qui est au-dessus de la moyenne en Thaïlande. Son expérience au Japon a fait de lui j'allais dire un homme. J'allais dire un homme parce que quand il est parti là-bas, il avait un peu la mentalité d'un gamin thaï qui part s'expatrier. Tu sais, les joueurs thaï, et c'est ce qu'on leur reproche. Alors, de moins en moins, ça commence à évoluer, mais les joueurs thaï aiment rester dans leur zone de confort en Thaïlande. Ils sont relativement bien payés dans leur club, dans un pays où il n'y a pas beaucoup de pression, comparé par exemple à l'Indonésie ou la Malaisie. Et c'est vrai que Tiraton, en allant au Japon, est devenu un autre joueur, a élevé ses standards et ça fait que maintenant, c'est devenu l'âme de l'équipe. Et quand je vous disais tout à l'heure que c'est une bande de gars très sympas, Tiraton, c'est peut-être le seul qui montre la majorité du temps du caractère, quitte à être un peu des fois tête à claque, Oui, il est mais pas au là pour être moins, sympa, lui. voilà, il n'est pas là pour être sympa. En plus d'être un bon joueur en ce qui concerne, en plus, il a une polyvalence qui fait que généralement en phase défensive, il est sur le côté gauche. Il revient souvent, très 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 souvent dans l'axe, dans les phases offensives. C'était le cas sous Paul King. Là, ce soir, peut-être un peu moins. On va voir ce que Ishii va faire de lui. Mais globalement, oui, sans Tiraton. Déjà qu'il n'y a pas Shanatip. Je suppose que tu connais Shanatip puisqu'il a, Bien il a, sûr, bien il a sûr. longtemps joué au Japon. L'absence de Shanatip fait très mal à cette équipe. Maintenant, peut-être que finalement, ça va être quelque chose de positif avec le temps, puisque tout le jeu tournait autour de Shanatip. Maintenant qu'il n'est plus là, enfin qu'il n'est pas là du moins pour cette compétition, on va dire que chacun va prendre ses responsabilités, notamment l'autre joueur, peut-être que tu connais Viratep qui a fait un essai à Urawa avec Anit Pagna, mais Ok. oui, sans Tiraton, cette équipe, je ne veux pas dire n'est rien, mais Ah, elle baisse de plusieurs échelles, quoi. Enfin, de plusieurs ah oui, niveaux. Ouais. elle baisse de plusieurs échelles. Et D'accord. pour te répondre par rapport à Oui. Soupachok, écoute, moi j'ai un problème avec la ligne de devant, ce qu'on appelle les trois soupes, Soupachok, Soupanat et Soupachai Chadet. Moi je pense que ce sont surtout Soupachok et Soupanat, ce sont vraiment des joueurs au profil assez similaire. Je pense que Soupachok est plein de bonne volonté, il a une qualité technique indéniable. Je trouve qu'il a encore du mal à trouver sa place dans ce système-là. C'était déjà le cas sous l'ère Paul King. Ça a été un peu le cas ce soir. Je n'ai aucun doute sur les qualités intrinsèques du joueur. Il faut qu'il soit dans cette équipe, ça c'est sûr. Maintenant, dans ce système en 4-2-3-1, j'ai encore un peu des doutes et peut-être qu'avec le temps et les automatismes, ces doutes disparaîtront. Alors, soupe à la grimace, César Bezadash, il joue en Tunisie. Il faudra demander à Farouk pour celui-là. C'est ça. Je vais juste faire une petite parenthèse et remercier Fub3810, Space Cut et Juventus Corsica pour le follow. Je les ai vus passer et j'ai oublié de vous signaler. Désolé. Si vous êtes encore là, merci pour le follow. L'autre bonne nouvelle pour la Thaïlande, Joe, elle est purement comptable. 2-0. C'est une victoire pour la différence de but, déjà c'est bien parce qu'il y a 2-0. On va parler de l'autre match du groupe après parce que voilà, ça a été un autre type de scénario. Mais c'est surtout 3 points. Vous connaissez maintenant, hein, ça devient le refrain des émissions. À 3 points, t'es très 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 bien pour la qualif. Le prochain rendez-vous de la Thaïlande, c'est Oman, si je me trompe pas. Attends, je vais checker. Dimanche. Voilà, c'est ça, Même dimanche. heure. Dimanche 15h30 exactement. Tu peux tout à fait te retrouver dans ces conditions à jouer l'Arabie Saoudite en dernière journée en étant déjà qualifié. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour la Thaïlande. C'est une très bonne nouvelle. Alors, c'est vrai que quand tu dis oui 2-0, c'est un bon score, vu la Ça physionomie aurait du ça aurait match, dû être j'aurais plus. aimé plus. Ouais.
Ah oui, clairement. Et c'est là que l'absence de Tiracil Dangda fait cruellement défaut parce que Mointa qui joue en Belgique, bon, il est excellent lui aussi. C'est comme Soupachok, mais ce n'est pas un avant-centre et on l'a vu pendant ce match face au but. Il a tendance à paniquer, à prendre des décisions à la va-vite, et ce qui fait qu'il a mis un poteau et puis après il a perdu un face-à-face. Bon, je vais pas le blâmer, il a fait un bon match. Quoique, bon, c'est discutable. Je reverrai le match une deuxième fois, mais globalement, ça a été moyen correct, on va dire. Ça aurait pu être beaucoup plus. Je pense que peut-être un ou deux de plus ce n'aurait pas été un scandale face à une équipe, comme Ouais. on l'a dit. Je ne sais pas si on parlera des Kirghizes, hein, s'ils méritent quelques minutes, Bah, mais si tu veux, on peut. Après, très franchement, tu l'as dit, il n'y a pas énormément de choses à dire sur le Kirghizistan. Ça a été extrêmement naïf défensivement. Les mecs tout le temps aspirés par le ballon en laissant des espaces dans tous les sens. Ça a été assez inoffensif. Euh, voilà, c'est faible, quoi. Concrètement, c'est faible. incapable de faire quoi que ce soit avec le C'est ballon. ça. On dirait qu'il n'avait aucune idée, il n'y avait aucune ligne directrice. Dès qu'il s'approchait un petit peu de la surface, ça tirait Voilà. dans des angles improbables. Je leur dis, les gars, essayez de construire quelque chose, ou alors à la limite, mettez le bus et on n'en parle plus. Ouais, mais Mais tu vois, mais il même y ça, avait ni l'un ni l'autre. j'ai envie de te dire, même ça, ils n'auraient pas pu le faire parce que quand tu vois sur la plupart des situations thaïlandaises, très souvent, quand c'est des situations et que le ballon arrive d'un côté et qu'il y a un centre, tu as tous les joueurs qui sont aspirés par le centreur. Et systématiquement, il y a Hmm. des espaces dans le dos. Enfin, voilà, c'est Non, non, tactiquement parlant, il y a un problème, quoi. C'est cataclysmique, là, le niveau des Kirghizes est cataclysmique, donc c'est pour ça que bon, je suis évidemment content que la Thaïlande ait gagné, surtout dans ce contexte actuel, etc. Ils ont fait preuve de caractère, il n'y a rien à dire. Maintenant, il faut relativiser, c'est ce que je te disais en début d'émission, Nico, quand je vois les réactions de certains suiveurs locaux et médias ici qui commencent à sortir les grands titres. Après cette première victoire, alors j'ai eu en vrac, je t'en donne certains que j'ai vus sur Twitter. Thaïlande, roi de l'ASEAN. Bon, alors oui, d'accord, c'est la seule équipe d'Asie du Sud-Est à avoir gagné parce que bon, mais bon, le Vietnam a rencontré on Ouais, sait qui, hein. ouais. La Malaisie a rencontré une belle équipe de Jordanie qui est confirmée je pense, beaucoup plus que les Kirghizes. Et le dernier, c'est l'Indonésie. L'Indonésie qui a fait face à une très très belle équipe d'Irak. Donc il faut quand même relativiser. La Thaïlande, roi de l'ASEAN, bon, on va se calmer. Après, j'ai vu Supachai, A Star is Born, qui veut dire en fait une étoile est née. Voilà, donc bon, Bon, écoute, après, Très modeste, très modeste, c'est un les garçon qui Thaïlandais. fonctionne au pays, hein, qui met sa palanquée de but, hein. ah, mais moi j'adore Supachai. J'ai écrit un article sur Hello Ouais. pour Hello sur Supachai. Alors c'est quelqu'un qui détonne dans cette équipe parce que dans une équipe où la majorité des éléments offensifs sont des petits gabarits assez vivaces, lui c'est un attaquant très longiligne. Qui a un physique assez particulier, qui a aussi une personnalité assez particulière. Il faut savoir que juste pour la petite histoire, c'est le seul, je crois qu'il y en a un autre, je crois que Soupanad, mais c'est le seul joueur venant de l'extrême sud de la Thaïlande avec la frontière, à la frontière de la Malaisie, qui est une région assez particulière en Thaïlande, hein, tout le monde le sait, qui connaît beaucoup de graves problèmes politiques, qui baigne un petit peu, qui a baigné, alors maintenant c'est beaucoup plus calme, qui a baigné un peu dans des sales affaires de terrorisme. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire que les Thaïlandais de cette région-là sont assez différents du reste de la Thaïlande, déjà parce que c'est la partie musulmane de la Thaïlande qui diffère par rapport au reste bouddhiste. Donc c'est vrai qu'il a une personnalité à part, il a un jeu à part, il a un physique à part. Moi je suis absolument fan de ce joueur. Sur le deuxième but, il m'a rappelé le Inzaghi de mon enfance, c'est-à-dire à être placé là, il ne sait même pas pourquoi le gars en fait, j'en suis sûr. Et il pousse le ballon au fond des filets. Sa manière de célébrer ce but, son exubérance qui contraste justement avec la discrétion des Soupachok et du reste de l'équipe. Moi, je suis absolument fan. Mais après, de là à dire Ouais. qu'une étoile est née contre les Kirghizes, bon, s'il en met deux contre Oman, allez. Ouais, là, les gens je dirais commenceront à le une prendre semi. sérieux. Ouais. Il y a Voilà, Arcade qui nous dit dans exactement. le chat, c'est comme si on avait titré France, les rois d'Europe après avoir défoncé Gibraltar. Oui, c'est un peu ça.
Voilà, ouais, grosso modo, c'est ça. Oui, oui, oui. Et puis après, j'ai eu aussi, voilà, Supachai joue à Buriram et qu'il y a pas mal de joueurs de Buriram. On a dit, j'ai vu aussi que Buriram régnait sur l'Asie. Bon, allez, bon. Franchement, la modestie, c'est pas ce qui caractérise les suiveurs du football thaï, parce que ce sont les mêmes que s'il y a défaite contre Oman dimanche, vont dire, vont faire des réunions au sommet de l'État pour dire attention, crise institutionnelle, crise de tout, il faut changer l'entraîneur, il faut refaire revenir une énième fois Paul King, pauvre Paul King. C'est donc moi, je dis c'est très bien, c'est excellent, c'est une belle entrée en matière, mais calmons-nous, quoi. Ouais. Calmons-nous D'ailleurs, parce que sinon, ouais. ouais, d'ailleurs, Joe, je sais pas si tu as vu la news, mais apparemment, je crois que c'est la première ministre de Thaïlande qui a promis 4 Non, c'est millions de Madame bahts Pang. par C'est Madame pas la Tang, voilà. première ministre, c'est Madame Pang qui est la directrice générale de l'équipe. Alors juste pour Voilà, c'est ça. information, elle fait ça à toutes les compètes, hein. D'accord, ok. C'est-à-dire que, alors compète et éliminatoire, c'est-à-dire que par exemple, voilà, la Kings Cup, l'AFF Suzuki Cup, qui est en fait le tournoi d'Asie du Sud-Est, etc. Elle vient avant chaque compétition, elle dit bon ben voilà, 1 million de bahts par point pris, donc 1 million de bahts, Exactement. Mhm. c'est l'équivalent, bon, selon le taux de change, entre 25 000 et 30 000 euros pour l'équipe à chaque point pris. Et si vous gagnez la compète ou machin, si vous atteignez les objectifs, ben, il y a une prime de plus. Elle fait ça à chaque compète. C'est sa petite lubie, voilà, histoire de montrer que, elle a de l'argent, puisque c'est une des femmes les plus riches du pays. Si ce n'est, je crois, la femme la plus riche du pays, pour motiver les joueurs. Alors, est-ce que ça motive les joueurs? Sûrement, mais bon, ça a jamais porté ses fruits. Je pense pas que la Thaïlande ait gagné la Suzuki Cup, la dernière Suzuki Cup, grâce à l'argent de Madame Pang. C'est Mais pas c'est l'argent quelque de... chose. Alors, Mhm. Excuse-moi 2 secondes, c'est par rapport à ce que dit Xixon dans le chat. C'est pas l'argent de la Fédé, hein, c'est l'argent de Madame Pang, on est bien d'accord. Hein. Ah, c'est Madame Pang, oui, Ouais, oui, ouais, c'est hein. Madame Pang. Elle fait ça. Elle fait ça avec son club aussi. Elle fait ça avec puisqu'elle elle est aussi, bon, elle n'est plus parce qu'elle va se présenter aux élections pour la Fédé, mais son frère, elle a mis son frère à la tête du Port FC, qui est un des plus gros clubs de Thaïlande. Elle fait ça aussi à Port. Voilà, elle se fait son petit quart d'heure bonus avant chaque compétition. Voilà, histoire de se montrer, parce qu'elle adore se montrer, hein. Elle est omniprésente, pour ne pas dire plus. Mais c'est quelque chose. Alors, je voyais, comme toi, Letco, les gens étaient surpris sur Twitter. Oh, mais qu'est-ce que c'est Oui, que j'ai vu ça et ça, tout. ouais. Mais Mhm. pour nous, c'est la routine, quoi, hein. Pour nous, c'est la routine. Ah, Avant chaque compète, voilà. ça représente, tu disais, ça représente 25-30 000 euros à peu près. Par À peu rapport Oui, à, à peu près, près, à à peu peu près. par près. rapport à un Mhm. salaire de joueur évoluant en Thaïlande, tu vois, par exemple, la nouvelle star, donc, hein, Supachai, ça représente quoi par rapport à son salaire? Ça représente Supachai, il est entre, je crois qu'il est entre 300 et 400 000 bahts, 400 et quelques mille bahts par mois, ce qui Ah, ça équivaut fait à 3 mois quand même. Hein. 10 3 mois par point. Hein. Hmm. Ça fait donc 3 Ah, mois 3 mois par point. ouais, ouais, ouais. Donc là, Alors après ils ont pris 3 le points, il a million de gagné bahts, une année presque. voilà, mais alors 1 million de bahts, c'est pour toute Ah oui, l'équipe, c'est hein. pour l'équipe, Attention, pardon. 1 million de... Ah oui, 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 non, c'est pas par joueur. Ah non, Oui, non, c'est c'est vrai, pas c'est par pareil pour joueur. l'équipe, pardon. Elle est blindée, mais pas à ce point. Non, non, c'est pour toute l'équipe. Mais mine de rien, imagine, la Thaïlande gagne contre Oman, tu vois. Bon, Bah, bah, t'es à on est 6 déjà millions, sur quoi. du. Ouais, ouais, on est déjà bien, quoi. Ils sont déjà bien, hein, à se répartir. Après, je sais pas comment ils se répartissent ça, mais là déjà ils ont déjà 25 000, entre 25 et 30 000 euros à se répartir entre 26 joueurs. Donc bon, voilà, s'ils se font ça sur chaque match, c'est plutôt pas mal. Mais c'est quelque chose d'habituel ici, et ça montre la gestion complètement archaïque et abstraite de l'équipe nationale de Thaïlande, sachant que cette personne, va se présenter aux élections de la fédération après l'Asian Cup, et ça promet. Et on est quasiment sûr qu'elle va gagner, hein, franchement. Et il ne manquera pas aussi d'appuyer sur toute bonne performance de la Thaïlande pour se servir de son élection, dans son élection. Bon, de Oh, toute mais façon, tu alors, l'as dit, elle a peut-être pas mais besoin de ça. attends. Hein. On va juste remercier Feno225 pour le follow. Bienvenue à toi. Mais oui, elle n'a pas besoin de ça, hein, de notre côté. Hein. Tu l'as dit, Non, elle n'a pas besoin de ça, mais elle va pas se gêner. Si par Ouais. exemple la Thaïlande fait un parcours correct, allez, on va dire huitième de finale, enfin, arrive à passer les poules, il sort avec dignité, elle va dire, mais vous voyez,
C'était un bon choix de virer Paul King, alors que pour moi, je reste persuadé que ça reste toujours pas un bon choix. Vous voyez que on est sur la bonne direction, etc., etc. Donc, oui, elle va se gargariser d'un éventuel succès. Et puis, s'il y a un échec, elle va dire, bah, c'est pas ma faute. Après tout, c'est vrai. Ça, pour le coup, je veux bien lui accorder. Ce n'est pas totalement sa faute. Elle n'est pas seule responsable du chaos dans lequel se trouvent les institutions entourant l'équipe nationale. Évidemment, ce serait vraiment malhonnête Ouais. de dire ça. Après, pour la complimenter un peu, parce que là, depuis tout à l'heure, je la taille, et si elle traduit ce podcast, j'ai bien fait de Faut quitter le vite faire pays. Il y a mes un peu de jeu de bagages, mots. Hein. de Joe, quitter le Joe, pays, voilà, Joe. parce que je vais voir mon visa annulé. Mais si jamais, mais il faut dire qu'elle est très proactive. C'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle aime l'équipe, elle aime son pays, elle aime le club de Porte FC, elle est vraiment en mission, elle est habitée par ce qu'elle fait. Ça, on ne pourra jamais lui reprocher. Elle aime les joueurs, elle est très proche d'eux, elle est aux petits soins, elle fait attention à tous les détails, à la moindre petite blessure. C'est quelqu'un d'assez maternaliste, je ne sais pas si ça se dit, Ouais, ça se maternaliste. dit. Ouais, Ouais, ça. maternaliste. Maternelle, quoi. Ouais, Maternelle. maternelle, ouais, exactement. Elle a ce côté maternel qui est vraiment, je pense, qui est vraiment un repère pour certains joueurs parce qu'il y a beaucoup de jeunes gars dans cette équipe et elle est aux petits soins pour eux. Elle est toujours là. Donc, au moins, on peut lui accorder l'amour qu'elle a pour cette équipe qui est sincère, qui est réel, malgré qu'elle ait malgré le nombre évident de conneries qu'elle fait. Oui, mais en fait, on va Elle dire est qu'elle là. fait des conneries. Elle fait des conneries. Elle fait on va dire enfin, ce sont des conneries, mais il n'y a pas de côté malfaisant derrière. Il n'y a pas Non, d'idée néfaste cachée derrière ça. Elle fait des conneries, mais elle n'est pas là non plus dans un but de nuire et pour que tout. Enfin, tu vois, parce que en Âme Sud, on en connaît, hein, des gens qui sont très très présents, très omniprésents, omnipotents. Eux, généralement, c'est pas par amour, hein, c'est par intérêt personnel. Donc, En Afrique elle, aussi. oui. En ouais, Afrique en aussi. Afrique aussi. Elle a peut-être des intérêts personnels aussi à vouloir grandir, machin, mais c'est aussi parce que, à la base, que ça soit le foot et les footballeurs, c'est son grand amour, en fait. C'est sa grande passion. C'est sa grande passion. Juste un petit exemple qui n'est pas relatif à l'équipe nationale. Elle était donc présidente de Porte FC, qui est en fait le club d'une zone assez pauvre de Bangkok, qui est la zone de Klong Toei. Et elle a souvent organisé des événements caritatifs, de la distribution alimentaire. Elle a organisé des événements de distribution alimentaire pour les gens du quartier. Elle a financé certains projets pour cette zone de Bangkok. Je veux dire, c'est quelqu'un, on peut lui reprocher ce qu'on veut, je suis le premier, mais je pense qu'elle a un bon fond. Voilà, c'est ça en fait. L'idée, c'est qu'elle a un très bon fond. Elle serait la présidente, elle pourrait être une présidente parfaite si elle n'était pas dans cette espèce de trip égocentrique qui fait qu'elle a besoin de se montrer tout le temps, d'être sur Ouais. le banc de touche, de faire la causerie aux Ah ouais, carrément. joueurs. Ah oui, Hein? carrément. Ah oui, non, non, mais carrément, ouais. c'est Ah oui, lunaire, hein. d'accord. Ah oui, oui, c'est Oui. lunaire. Et encore avec l'équipe nationale, elle est soft. Il faut voir ce qu'elle fait avec son club, avec Porte FC. Elle est sur le banc de touche à côté du président. Je voyais dans le chat, c'est un peu la Kita thaïlandaise. Bah, Kita ou Jean-Michel Aulas. Bon, on est peut-être, Ouais, non, mais comme dit Arclune, on est peut-être plus sur du Bernard Tapie. Oui. Dans l'intrusion dans la vie du groupe, concrètement. Ah Parce que oui. bon, on parlait de Mhm. côté nuisible. Je pense qu'elle est beaucoup moins nuisible que Tapie ne l'était. Hein. Alors, c'est pas parce que je suis Oui, bordelais que non, je non, dis ça, mais c'est parce que j'ai connu cette époque. Hein. elle est beaucoup moins nuisible. Oui, c'est un peu un mix de Olas, il y a un peu de Kita, c'est-à-dire un peu de Kita dans le bordel, un peu de Olas dans le côté paternaliste. Mais oui, il faut voir ce qu'elle fait. Elle est sur le banc à côté elle est sur le banc à côté du coach. Elle était à Porte. Là, si elle est pas sur le banc de la Thaïlande, c'est parce que je pense qu'elle n'est pas autorisée. On a dû lui dire un peu dégager. Attendons qu'elle soit présidente de la Fédé, et là, on verra. Peut-être qu'elle y viendra. Après, les Oui. présidents, généralement, ils restent en tribune, mais...
Normalement, oui. Oui, Normalement, oui, c'est ça. mais bon, mais bon, avant chaque match, elle fait une petite causerie. Bon, bah, il y a eu le coup des Après, primes, etc. après, Joe, moi, me fait plus penser. Alors, on a parlé de plein de présidents et après, peut-être qu'on va conclure là-dessus, mais plus à Loulou Nicolas, à Montpellier. C'est à peu près Oui, la même chose. ouais, ouais, c'est Voilà, ce vrai, serait c'est plus vrai, par c'est là. vrai. C'est vrai. Mm. C'est vrai qu'elle a elle a ce profil, et ce qui peut être dans un sens, dans un sens, alors c'est pas le cas de Nicolas à Montpellier, mais elle a ce profil de présidente, et elle incarne vraiment le club qu'elle représente, elle incarne l'équipe nationale qu'elle représente. Faudra voir quand elle accédera aux plus hautes fonctions, c'est-à-dire président de la Fédé, si ça va pas trop lui monter à la tête. Déjà que bon, la modestie, c'est pas ce qui la caractérise. Si en plus on lui donne encore plus de pouvoir, waouh, on va créer un monstre, quoi. Bah, on Mais verra bon, bien. On pour verra bien. l'instant, Pour pour l'instant, l'instant, ça va. voilà, en tout cas, entrée réussie pour la Thaïlande, 2-0 face au Kirghizistan. Prochain rendez-vous face à Oman, avec la possibilité, alors je le disais, possibilité de se qualifier. J'ai pas dit, parce que je sais plus qui m'a dit, Xixon m'a dit pour moi Oman est favori face à la Thaïlande. Oui, peut-être, sans doute, mais un match nul qualifie la Thaïlande, hein, parce que j'imagine mal que le Kirghizistan s'impose face à l'Arabie Saoudite. Donc, Oui, un ça c'est match déjà nul de si. la Thaïlande, ils ont 4 points, ils sont qualifiés, hein, quasiment, hein. Exactement. À savoir comment la Thaïlande va entamer ce match face à Oman, parce on va parler d'Oman. Moi, j'ai trouvé Oman personnellement. Alors, on me dit c'est dur pour Oman ce qui s'est passé en fin de match. Oui, mais si on exclut toute la partie émotion de ce qui s'est passé à la fin, sincèrement, Oman. Ah, ils ont pris un Alors, je bouillon suis peut-être total. à voilà, Ah alors oui. d'accord, donc je ne suis pas contre courant. Ah J'ai bien non. vu ce que j'ai vu. Ah non. J'ai trouvé qu'ils n'ont rien proposé. Alors, rien proposé, j'irai pas jusque-là. Et c'est super parce que du coup, tu vois, tu m'as fait une C'est transition un petit peu dur. d'une Joe, souplesse un petit peu Je suis dur. un peu absolument dur. magnifique. Vraiment, pour le coup, magnifique. Euh, Passe décisive, soupe à chaille. ah Allez non, hop. magnifique. Franchement, c'était soyeux. C'était une combinaison thaïlandaise au milieu de la défense kirghize. C'était magnifique. Mais Prime pour toi et moi, Madame Pang. Et ouais, putain, c'est cool. Moi, je les prends, hein, le million de bahts, hein. Même à Ah partager bah, entre les gars de l'émission, moi, je prends, hein. Madame Pang. Non, mais si tu nous concrètement, écoutes. je suis d'accord avec toi. Alors, pas forcément sur le côté. Ils ont quand même eu des possibilités. Ils ont eu des contres absolument incroyables. Parce que aussi, l'Arabie Saoudite s'est jetée corps et âme parce qu'elle est tombée dans un piège. Mais alors. Le piège absolu. Tu te fais prendre d'entrée, tu as du mal à entrer dans ton match et derrière, tu. Enfin, voilà. Euh, Après, ils ont de belles situations, Oman. J'ai trouvé que c'était très. Enfin, la façon dont ils sortaient les ballons, c'était toujours très intelligent. Ils balançaient pas et ils se battaient sur. Tu vois, c'était pas genre on balance et on va se battre sur les seconds ballons. Ça sortait des ballons proprement. Il y avait de jolies combinaisons. Les occasions qu'ils ont, elles sont quand même très très franches et beaucoup sont extrêmement bien construites. Moi, il y a quelques joueurs que j'ai trouvé très très bons. Mais après, si on regarde le match dans son ensemble, ils ont pris un énorme bouillon, ça c'est clair. Mais parce que, enfin, il y a un énorme bouillon. Ouais, si les occasions de l'Arabie Saoudite sont quand même incroyables quand même. Mais j'ai trouvé que il y avait quand même des choses intéressantes du côté d'Oman. Tu vois, autant on n'a rien vu côté Kirghiz, autant on n'a rien vu avec la Malaisie. Oman, c'est quelques crans au-dessus quand même, hein. Mais Ouais, mais j'ai été un peu sévère. En fait, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à tout ce qui a été dit, par exemple sur Twitter ou par certains observateurs qui disaient c'est dur pour Oman. Moi, je pense que beaucoup de gens ont analysé ça sous le prisme de ce qui s'est passé en fin de match avec notre ami arbitre qui a complètement, il y a eu une faille spatio-temporelle dans son cerveau, je pense. c'est incroyable ce qu'il fait, hein. C'est Oui, oui, Ouais, mais oui, oui. c'est voilà, et je pense que ce jugement de dire c'est dur pour Oman, ça a été vu sous ce prisme-là. Mais en fait, si on regarde globalement et si on exclut cette partie-là, euh, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas été non plus un match spectaculaire de leur part. non. Et je trouve qu'ils se sont, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Moi, après, je sais pas ce qu'en pense Letko et toi, Nico, mais je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Bah, après, très honnêtement, je pense que la notion de cruauté du résultat, elle est liée au fait qu'ils ont quand même deux, trois
très grosses situations, je trouve. Ils ont de vraies situations. Ils ont quelques occasions. Ils ont deux, trois occasions, grosses occasions. Ils ont des situations qu'ils ont gâchées par mauvais choix, par maladresse, parfois par fatigue. Mais très honnêtement, ce qu'ils ont fait quand même est quand même assez cohérent. Ils étaient vraiment inférieurs à l'Arabie Saoudite, on va pas se mentir, hein, on va pas inventer un match qui n'a pas existé. L'Arabie Saoudite, elle a mis un peu de mal, mais quand elle a commencé à accélérer, voilà. Et la deuxième mi-temps, elle est dure. Et la fin de match, on en parlera peut-être dans le détail un petit peu après, et puis on verra avec Letko du point de vue du ressenti depuis les tribunes. Mais l'entrée d'Abdourahmane Garib, par exemple, elle a changé le match, hein. C'est lui qui met le but égalisateur, mais plus que dans toute la création, dans la façon dont il lançait ses coéquipiers, c'était quand même dur. Je pense que la notion de cruauté, c'est le côté, il y a quand même encore, malgré tout ce qui se passe, malgré la pression saoudienne, à 12 minutes de la fin, il y a un 0 toujours. Donc tout s'est joué à la fin, quoi. Et donc voilà, ils auraient pu s'en sortir avec le match nul, en fait, au final, parce que les Saoudiens, finalement, aussi dangereux furent-ils, ils étaient quand même très maladroits offensivement, hein. C'est clair. Enfin, si tu veux me lancer moi sur le sujet, Nico. Celui qui veut. Vas-y, D'accord. vas-y. Non, mais tu as à peu près tout décrit, toutes mes notes que j'avais posées, enfin, que j'avais notées pour ce match. Oui, bien évidemment, moi, de là où j'étais, je me suis même posé la question pourquoi Mancini nous a proposé un 4-5-2. Enfin, c'est une équipe de Oman normalement où que tu peux être, tu es censé être supérieur avec tout le respect qu'on leur doit. Pour moi, j'aurais mis plus un système un peu plus offensif, au moins avec un offensif supplémentaire qui était El Dossari, le capitaine, et El Cheriri, celui qui avait marqué le fameux but contre l'Argentine en Coupe du Monde. Moi, j'aurais mis Garib sur le côté et j'aurais enlevé un milieu de terrain, quoi, parce que tu sais, normalement, avec la qualité des joueurs que tu as, tu devrais normalement avoir la possession de balle. Mais notre ami Mancini, avec sa culture italienne, du catenaccio, et même si c'est lui qui doit faire le jeu, moi, c'est ça qui m'a dérangé. Je suis désolé, ça m'a un peu dérangé. Tandis que Branko Ivankovic a plutôt fait un 4-3-1-2 avec un numéro 10 qui était Ouais. Salah El Yayaye, qui a fait un excellent match, Ouais. qui était vraiment le faux follet de cette équipe romanaise, qui, comme tu l'as très bien décrit, Nico, ça avait toujours cette volonté de sortir les ballons le plus proprement possible et toujours très court, avec des combinaisons, avec des triangles et des transmissions sur les côtés. Et d'ailleurs, le penalty provoqué par d'une contre-attaque fulgurante avec Jamil El Yamadi. Et ensuite, on a un penalty avec un geste qui n'est pas vraiment, je pense pas qu'il ait été volontaire, mais tu ne peux que siffler un penalty. Malheureusement, il n'y a pas d'autre décision possible pour l'arbitre. Mais moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé cette équipe omanaise qui a défendu sur les dernières minutes, qui a toujours. Enfin, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont, comme tu l'as dit, ils n'ont pas tout le temps joué long. Ils ont vraiment essayé au maximum de jouer court, de toujours proposer. C'est je donne le ballon, je repropose derrière. C'est pas je donne le ballon et vas-y, débrouille-toi et démerde-toi avec le frère de Nasser El Dosseri à gauche et Mohamed Kano, par exemple. C'est non, je redemande derrière, je repropose, je change de. C'est très joli à voir, Oman. Franchement, je l'avais dit de toute façon hier lors de l'émission. J'ai dit, Oman, ça joue. Vous allez voir que ça joue au football. Et on n'a pas été déçus. Je n'ai pas été déçu du match, mais c'est plus pour cette prestation-là que que j'ai le sentiment de cruauté. Ça veut dire que pour moi, le score juste aurait été au moins le match nul. Ouais, je sais pas. Moi, je t'avoue que je pense que franchement, je pense que l'Arabie Saoudite mérite sa victoire. Après, je suis d'accord par rapport avec toi sur la notion. C'est là où je rejoins Joe, hein. Je suis d'accord avec Joe sur le fait que l'Arabie Saoudite mérite sa victoire. Je suis d'accord avec toi sur la cohérence d'Oman. On parlait tout à l'heure des Kirghizes qui savent pas quoi faire avec un ballon. C'est pas le cas des Omanais. Clairement pas. Exactement. Ça joue. Eux pour le coup, on sent que ça a bossé, on sent que tactiquement ils savent combiner les uns par rapport aux autres, ils savent se déplacer entre les lignes, ils ont quand même des joueurs qui ont quand même un peu de qualité. Je sais pas si c'est pas celui qui entre en fin de match, enfin celui qui entre, il doit entrer en fin de match. Je crois que c'est le 26, je crois, qui était assez grand, qui est entré en pointe. C'est El Meshefri. Et que j'ai trouvé hyper intéressant parce que lui, il est entré, il a joué le rôle du pivot, il l'a fait super bien.
Ils ont une équipe intéressante. On est d'accord qu'on est à des années-lumière du Kirghizistan ou de la Malaisie, en tout cas de ce qu'on a vu du Kirghizistan. Ou du Bahreïn. Ou du Bahreïn, oui, très clairement. Bahreïn, par exemple, là, oui, ça a été vraiment une catastrophe. Vraiment, c'était vraiment catastrophique à voir. Pour moi, je trouve que alors, il y a des gens qui ont trouvé des circonstances atténuantes au Bahreïn en disant oui, c'est la Corée en face, etc. Et on en a parlé, Nico, d'ailleurs. C'est vrai qu'avec Joe, ce quand même. système. Joe, t'es très très dur. Quand Alors, même, ok, je veux bien admettre que je veux bien admettre ma sévérité vis-à-vis d'Oman et je vais peut-être réviser mon. Non, par rapport à jugement avec- Bahreïn. Non, par rapport à Bahreïn, je trouve que non, alors là, ils ont joué avec ce qu'ils pouvaient contre la Ouais, mais Algérie. Bon, après, on va pas refaire le une match. mi-temps. On va pas refaire le match, mais ils ont joué une mi-temps. Oui, après, oui. Mais bon. Ouais. Mais oui, après, ouais, comme tu l'as dit, Nico, pour moi, quand j'ai dit, enfin voilà, j'en parle avec mon frère qui est avec moi, pourquoi Garib ne joue pas, quoi. Mais c'est la seule chose. En fait, c'est l'anomalie. Voilà, c'est c'est le truc incompréhensible. Parce que dès qu'il est entré, on a vu la différence. Parce qu'ils avaient besoin. besoin. À la Messi. Oui, alors Messi encore. évidemment, il y a le but qui est absolument magnifique. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En plus, il a donné de la fluidité au jeu. Tu disais tout à l'heure, à un moment, on cherchait Kano qui allait tout seul, Al-Dawsari qui essayait tout seul dans son coin. Enfin, il n'y avait pas de cohérence collective, je trouve. C'est peut-être ce qui pêche un petit peu sur l'Arabie Saoudite. Mais dès qu'il est entré, en fait, c'était le meneur de jeu qui leur manquait. Et à partir du moment où il est là, c'est plus le même match. Et là, tu vois les limites d'Oman, très clairement. Oui, bien sûr. Quand tu rajoutes un élément offensif côté saoudien, Oman s'en sortait facile. Enfin, je ne vais pas dire facilement, mais avant l'entrée de Garib, comme tu n'as que 2 joueurs à gérer qui sont plutôt bons, bien sûr, voilà, on ne va pas dire d'autre chose, mais quand on a un 3e maintenant à gérer en plus, qui est Garib, qui joue à côté de Cristiano Ronaldo à Al Nasser, qui est très bon avec Cristiano, qui a montré des belles choses dans le championnat et même en Champions League asiatique. Comment ça se fait qu'il ne démarre pas le match? Moi, je comprends pas. Je comprends moi là-dessus, mais bon, bref. Mais tu vois, mais après, c'est pareil. On était aussi. Joe a parlé du contexte thaïlandais qui était absolument atroce. Il a utilisé le mot atroce tout à l'heure. Le contexte saoudien. Avant le match, entre les mecs, on en a parlé hier dans l'émission, le gardien qui dit si je suis pas titu, je me casse-toi. Les autres qui sont virés parce qu'ils n'ont pas envie de participer à des matchs amicaux et tout. On l'a dit hier, le groupe vit bien, moyen quoi. Donc c'était aussi cette réponse qu'on attendait aussi. Et autant, voilà. Alors après, voilà, une fois encore, je suis d'accord avec Joe sur, pour moi, la victoire des Saoudiens est logique. Voilà, elle est logique. De toute façon, après, c'est pareil. Ceux qui n'ont pas vu le match, ils vont regarder les stats, ils vont dire logique. Les stats le confirment, mais bon, les stats, on leur fait dire ce qu'on veut au moment où on veut. Dans l'ensemble, je trouve que c'est logique. Les 20 dernières minutes, quand même, c'est très compliqué. Non, elles sont pénibles. Oui, c'est vrai. La vérité, c'est vrai. Voilà. Et alors, ce qui ajoute à la cruauté, c'est le fameux but des arrêts de jeu. C'est la décision de l'arbitre australien. Il est connu en Australie. Mais alors, par contre, je l'avais jamais vu faire ça. Alors, si vous n'avez pas vu le match, parce qu'on en a parlé un petit peu avec Joe, tu nous diras après, Letco, vu des tribunes, comment vous l'avez vécu. Mais pour expliquer à ceux du chat qui ont peut-être pas vu le match, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu but. Il y a eu un but de la tête marqué par les Saoudiens. L'arbitre assistant a levé son drapeau pour indiquer un hors-jeu. Et le hors-jeu a été révisé au VAR. Bon, jusqu'ici, tout va bien, comme on dit. On a très vite vu, nous, sur les ralentis, qu'il n'y avait jamais hors-jeu. Ça a été très long, quand même, au niveau du VAR. C'était le point négatif de mes notes. C'est que, pour les 2 décisions, même pour le penalty omanais, plus le but de Ali Al-Boulaï, ça a été très 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 long. Ouais. Et même nous, comme je t'ai dit, des tribunes, on voit qu'il lève la main, donc on se dit il est refusé, et on voit sur les écrans du stade, on voit décision goal complete. Donc en fait, et ensuite on voit les joueurs du. Ah oui, mais ça c'est après, ça c'est une fois. Ah oui, mais ça mais attends, ça c'est une fois. Attends, parce que j'ai pas expliqué. D'accord. Ça c'est une fois que la décision est prise. Mais moi, ce que je veux dire, c'est-à-dire que nous, on a le ralenti à la télé
immédiatement. Et on voit tout de suite qu'il n'y a pas hors-jeu. Mais en plus, Bien sûr. Joe, Mhm. tu confirmeras, c'est Mhm. clair et net qu'il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a même pas besoin de Ah non, tracer mais les il n'y a jamais lignes. hors-jeu parce que. Oui, Et, oui, bien et- sûr, bien sûr. Nous et aussi, donc on ça, l'a nous, vu on le ça. voit tout de suite. Et donc déjà, le fait de pour tracer les lignes, c'est très long. Je sais pas pourquoi, c'est très long. Bref, tu vois, Xixon dit Ouais. pareil. Dès le premier ralenti, on voit qu'il n'y a pas hors-jeu. Bref. Et ce qui se passe derrière, c'est qu'en fait, l'arbitre, une fois que la décision lui est donnée dans l'oreillette, lève le Mhm. bras pour signaler hors-jeu, c'est ce qu'on croit, mais dans la C'est ce foulée, qu'on a il vu. fait un geste Oui. pour annuler. En fait, il fait exactement, c'est ce que j'ai expliqué sur le Discord, en fait, il fait Mhm. comme sur un carton jaune qu'on transforme en rouge. Il montre il D'accord, montre sa ok. décision, D'accord. il montre Mhm. qu'il annule, et ensuite il montre qu'il y a but. Sauf que quand il commence par lever le bras, et comme il lève le bras, tout le monde croit qu'il y a hors-jeu, donc tout le monde commence à se Bah, tous les replacer. supporters. Mais même les Tous les joueurs, parce que supporters ça commence à jouer. omanais. Mais même les Ouais, joueurs. parce que tous les Omanais, les supporters omanais qui étaient à côté de moi, ils ont cru que Bah le but était forcément. refusé. Mais même les Ils n'ont joueurs rien sur le compris, on n'a rien compris, nous aussi. Mais même les On joueurs n'a sur rien le terrain, compris. puisqu'ils ont joué, ils se sont Mhm. remis à jouer. Et c'est là Exactement. qu'ils sifflent. Exactement. Et, Mhm. et c'est là qu'ils sifflent pour dire non, non, les gars, il y a but. Et en fait, Ouais, ouais. en fait, on a vu les images au ralenti plusieurs minutes, enfin quelques minutes après, où justement ils ont montré Mhm. toute la séquence, où on le voit en train. Je vous dis, c'est vraiment le parallèle, c'est un carton jaune qui devient un carton rouge. C'est-à-dire qu'il, c'est comme s'il allait voir le joueur pour lui dire ton hors-jeu, je te le remontre, je l'annule, Mhm. mais non, il y a but. Et c'est là qu'ils ont rien compris, les joueurs. Et ça, c'est Ah, on incompréhensible. a les joueurs et nous. Voilà. Et vous, dans les Exactement. tribunes, ouais, pareil. Exact. On a rien compris. Et voilà. Et donc, tu nous dis, toi, dans les tribunes, vous avez eu l'affichage comme quoi, oui, il y avait but. Oui, exactement. On a eu décision goal et complete. Ouais. Et complète, quoi. Donc, c'est-à-dire vérification terminée, etc. Donc, on a vu goal. Et c'est là où je vois que l'arbitre, il lève la main. J'ai fait, mais attends, Ah je ouais, sais ben pas, c'est ça. il lève la main. Donc, alors pour moi, s'il lève la main, ça veut dire qu'il confirme le hors-jeu. Eh ben non, Il y a hors-jeu. il a levé pour annuler D'accord. ensuite le fait qu'en Eh fait, il ben, a montré la mhm. première décision qu'il annule pour donner la deuxième. J'ai jamais vu ça. Moi non plus. Ah, moi non plus. Moi non plus. L'art de J'ai jamais vu. compliquer les choses, quoi. Ah ben complètement. En plus, sur un Le hors-jeu, gars. rien compris. Mais pourtant, Nico, alors excuse-moi, Nico et Joe, c'est qu'à mon avis, il y a déjà dû y avoir des buts validés avec un hors-jeu mal sifflé et il n'y a jamais eu ça. Ah non, Enfin, je sais non, pas, on c'est a la déjà première eu fois que je plein vois de ça. matchs comme Ah non, non, mais Ah bah, moi, complètement. bah, moi, Complètement. J'ai pas souvenir d'assister à ça. Ça, c'est Jamais clair. vu ça. Alors, sur un carton jaune qui devient rouge, oui. ça, Mais sur un oui, hors-jeu, ça, on l'a vu. c'est juste, normalement, tu fais le signe de la télé et bam, tu pointes le rond central. Et c'est réglé. Exactement. Et ben, c'était ça qu'il fallait faire. Bah Parce oui, que nous, bien on n'a rien sûr. compris. Mais Mais bon, bref. c'est ce que tout le monde fait Mhm. normalement. Et même les Saoudiens, au début, ils pensaient que c'était annulé. Au final, Ouais. bah, ils ont célébré leur but. Et alors après, le stade a explosé encore une fois. D'ailleurs, très belle ambiance aujourd'hui à Khalifa International Stadium. On était à 45 000. Hein. Donc c'était. Alors Ouais, là, pour le coup, ça ouais. s'est senti. Hein. Je sais pas, Joe, ce que tu en as Oui, pensé, toi, devant la télé, Ah mais ouais, ça s'est franchement, senti. c'était Hein. plaisant à entendre, à regarder. C'était autre chose, ouais. grosse ambiance. C'était autre chose. Très, très grosse ambiance. Ouais. Mhm. C'était, Donc, voilà. c'était, je pense, le plus beau, le match le plus sympa. Enfin, remarque, le Mali, le Mali Afrique du Sud était très sympa, mais c'était en tout cas, voilà, c'était le match le plus sympa jusqu'ici avant le. Ouais, je vais le mettre au même niveau parce que c'est pareil, le Mali Afrique du Sud, il y avait du foot et il y avait de l'ambiance. Mais Nico, t'as dit que le Oman Arabie Saoudite, pour toi, est le match le plus sympa de la première phase des premiers matchs. Tu mets pas le Indonésie-Irak au-dessus? Ah, je Parce me que tape. franchement, Ouais, Irak-Indonésie, on a touché des sommets. Hein. Pour moi, ouais, c'est vrai. Indonésie-Irak, c'était bien, ouais, c'est vrai. c'était monumental. Ouais, c'était incroyable. Indonésie-Irak, c'était incroyable. Ouais. Vous Je oubliez un pense que petit c'est peu le plus beau match que j'ai vu depuis des années pour moi. Vous oubliez un petit peu le Japon-Vietnam, mais bon, ça, c'est mon avis perso. Ah, Indonésie-Irak C'est était vrai, au-dessus non, de c'est vrai. Japon-Vietnam. Hein. Ah, Indonésie-Irak était quand même Au niveau très, de, très, très, ouais, très lourd. au niveau de l'intensité, au niveau, enfin les deux équipes, ça cavalait de partout. Il y avait une intensité de fou. Il y avait des occasions de la qualité. Puis moi, moi, je t'avoue, je l'ai dit hier, hein, mais j'ai été particulièrement impressionné par l'Irak. Ouais. Donc, ouais, non, c'est vrai que l'Indonésie-Irak, si on doit faire un bilan de cette première phase, ouais, ça va se jouer entre ces deux matchs. Hein. Mais c'est vrai que Je vais me le refaire. celui-là, il y Je vais a me le faire. l'ambiance. Il y a l'ambiance et il y a le scénar en fait. Hmm. Parce que tu vois, par exemple, Ouais. l'Indonésie-Irak est un super match, mais tu vois très vite que l'Irak est très au-dessus, quoi. C'est vrai, Mhm. c'est vrai. Non, c'est vrai. Après, Mais les pour Indonésiens conclure, n'ont rien lâché, puis ils ont marqué le but de la compétition. Enfin, pour moi, ce qui est le but de la compétition, on avec ce en a ballon qui parlé part hier, de ouais, derrière. ouais.
Très beau but, ouais, C'est c'est vrai. oh, c'est incroyable. Mais globalement, si je peux faire une remarque sur Vas-y, vas-y. l'attractivité des matchs, pardon, c'est que à part les premières journées, donc avec, je m'excuse pour Boris s'il écoute ce podcast, le Liban, Il va jamais vouloir faire le live demain. ah, je viendrai le rassurer. Le Liban, la Chine, la Syrie, etc. Je trouve que les derniers matchs sont extrêmement plaisants. Oui. Qu'il y a même pour, par exemple, les Thaïs contre les Kirghizes aujourd'hui, qui était peut-être pas le match de l'année, ça c'est sûr, mais au moins il y a quelque chose à voir. Il y a du mouvement, il y a du dynamisme. Pareil pour Jordanie, Malaisie, c'était très déséquilibré, mais on a parlé d'Indonésie, Irak, Arabie Saoudite, Oman. Japon, Vietnam, bien sûr. Même le Franchement, Iran-Palestine, franchement, le Iran-Palestine, la le prestation de l'Iran. Iran-Palestine, exactement. Vraiment, ouais, exactement. Donc, franchement, moi, je suis plutôt je sais pas pour vous, mais moi, je suis plutôt, à part vraiment les 2 premiers matchs, les Ouais. 2-3 premiers matchs, je suis plutôt satisfait de cette première phase, on va dire. Bah, disons qu'on Moi, je te sent, rejoins on sent complètement, depuis ouais. dimanche que c'est monté en puissance. Pour aller dans ton sens, c'est vrai que bon voilà, les matchs de vendredi, samedi, enfin l'enchaînement, même si le Chine-Tadjikistan était intéressant par rapport à ce qu'a montré le Tadjikistan, Ouais. où c'était pour le coup, voilà, c'était vraiment très très bien. Mais bon, enfin voilà. Puis c'est pareil pour le scénar aussi, parce que le but chinois, va falloir nous expliquer pourquoi il est refusé encore. Mais bon, bref. Mais le Ouzbékistan-Syrie, c'était terrible. L'Australie-Inde, il était passable. Ça allait Australienne, c'était encore. Ouais, chaud il est quand pas même. fait. Il est pas Ouais, fait. Australienne, c'était chaud. La première mi-temps est pénible. La première mi-temps, elle est pénible. Ouais. La première mi-temps pénible. Mais bon. Samedi, c'était nul, mais le reste, ça va. Il y a des bons matchs. Nous dit Xixon, ouais, c'est un peu ça. Non, franchement, je À me part régale. samedi, le reste était plutôt sympa. Ouais. En tout cas, moi, je me régale. Franchement, depuis que je suis là, tous les matchs que j'ai choisis, globalement, je me régale. Et j'ai des buts, j'ai des beaux buts, j'ai des belles actions. Et globalement, les joueurs stars, vedettes, répondent présents. C'est vrai. À part Eldosari et Egningson, mes 2 petites déceptions. Bon, je sais que ça va monter en puissance. C'est des joueurs qui vont répondre présents à un instant T. Mais globalement, tous les joueurs vedettes assument leur rang et ça fait vraiment plaisir. Et en tout cas, moi, je me régale. En tout cas. Pour 6,50 €. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ouzbékistan-Syrie, c'est l'équivalent asiatique de Burkina-Mauritanie. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est 6,50 €. Bref, voilà, en tout cas, ça nous a clôturé la première journée. Voilà. Maintenant, la compétition, on l'a vu, et puis, comme tu le disais, Joe, à l'instant, on a vu aussi au fur et à mesure des jours qu'on était entré dans la compétition véritablement. Voilà. Je pense très honnêtement, et je l'avais déjà dit un petit peu à ce moment-là, je pense aussi que l'entrée en lice du Japon et de l'Iran a contribué à ce que ça accélère. Notamment de l'Iran, parce que l'Iran a quand même envoyé un sacré message à tout le monde. Donc, c'est ce qu'on disait le soir de dimanche soir, en disant bon, maintenant, il va falloir que les autres répondent aux messages envoyés par l'Iran. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est la fin de la première journée. La deuxième journée débute demain. Demain, on n'a que 2 matchs. Oh, on va s'ennuyer, on n'a que 2 matchs. Et en plus, il y a la canne, Nico. Il y aura la canne. Voilà, c'est vrai. Bah, alors, Joe a dit la phrase qui tue, j'osais pas le dire. Moi je le dis, parce que franchement, je l'appréhende celle-là. Franchement, je l'appréhende. Je vais les regarder par souci de je sais pas quoi d'ailleurs. Par professionnalisme. Mais ouais, on va dire ça. Mais le Liban-Chine, je commence à me préparer. Parce que moi, Liban-Chine à en midi. Thaïlande, je suis déjà donc le mercredi 17 et c'est dans le match est dans 12 heures et je vais commencer déjà une préparation mentale. Ouais, il faut se préparer. Liban-Chine à l'heure du repas chez nous, midi et demi. Alors, je ne peux pas vous le dire encore, je ne sais pas encore, ça va dépendre de Boris. Boris m'a dit on va peut-être se faire Liban-Chine. Il y aura Boris, Liban, voilà. Au moins, voilà, on va peut-être se marrer ou pas avec les Chinois. Indépendamment de ça, footballistiquement parlant, quand même, il y a quand même des choses importantes. On attend autre chose de la Chine, qui s'est fait marcher dessus par le Tadjikistan, à part, on va dire, les 15-20 dernières minutes. On attend autre chose de la Chine. Est-ce que la Chine est capable de proposer autre chose ? Je sais pas. On va rire avec le niveau de la Chine, nous dit Xixon. Je suis pas convaincu non plus que la Chine soit capable de proposer autre chose. Mais bon, on va voir. Ce Liban-Chine, en tout cas, s'il y a un vainqueur, ça peut le mettre bien dans la voie de la qualif. Et donc ça, c'est le match de midi et demi. Et à 15h30,
Il est quand même intéressant sur le papier, le Tadjikistan-Qatar, parce que la question c'est de savoir est-ce que le Tadjikistan est capable de produire autant de football qu'il en a montré face à la Chine, sachant que ça devrait monter de quelques crans quand même, 12 euphémismes, parce que le Qatar a réussi son entrée et un Qatar libéré, ça devrait être un petit peu mieux quand même. Oui, Euh, on l'espère. mais On sur le l'espère, on papier, l'espère. ce Tadjikistan-Qatar peut être intéressant à voir. Hein, si je Eh sais que ben, c'est un... Tu y j'y serai seras? à celui-là aussi. Ouais. Ok. Ouais. Ah ouais. Euh, c'est- Tadjikistan, Qatar, ouais. ouais. À Al Bayt en plus. Magnifique stade d'ailleurs. Et ben voilà, donc ça c'est le match de 15h30. Voilà, ce sont les deux matchs de demain. Ça sera la deuxième journée du groupe A. Une victoire du Qatar les qualifie directement, surtout si la Chine ne s'impose pas face au Liban. Derrière, c'est pareil, une victoire du Tadjikistan ou de la Chine, l'aimait bien. Hein. Donc, voilà. Est-ce qu'une défaite du Tadjikistan les éliminerait? Bah non, puisqu'ils ont un point. Non. Hein. Ouais, voilà. Donc, ils ont un point. Donc, en fait, il faudra qu'ils gagnent absolument contre le Liban. Ok. C'est ça. D'accord. Donc, et on l'a dit l'autre jour, hein, la Coupe d'Asie 2019, une seule équipe seulement avec 4 points à l'issue de la phase de groupe. Donc avec 4 points, il y a Ouais. moyen que tu sois en Oui. huitième de finale. Oui, 4 Donc, points, bien sûr. aucun Et match qui comme se tu l'as superpose bien. demain, on va tout voir. Oui, c'est possible parce que oui, puisque la Coupe d'Afrique, c'est 18 et 21. Donc Bah c'est une voilà, c'est vraie bonne parfait. journée pour le coup. 12h30, 15h30, 18, 21. C'est vrai, c'est parfait. C'est vrai, bien vu. Bien vu. C'est parfait. Mais comme Journée tu l'as qui dit, se Nico, change. hein, je pense que demain, le Qatar va vraiment se libérer. Hein. Et ça, voilà, On attend, on je verra. pense qu'on va avoir un Qatar plus offensif, j'espère. En tout cas, J'aimerais bien voir le Tadjikistan confirmer ce qu'on a vu au premier match. Voilà. Bref. Non, mais c'est vrai, ça va être j'aimerais bien. intéressant en tout cas. J'aimerais bien. Voilà. Et ben voilà, messieurs, on arrive au terme de cette émission. Je vais remercier ceux qui étaient là. Alors Farouk, il est déjà parti cuver sa déprime. Non, il dort. Hein. Il est parti se Ça y bourrer est, j'aurais jamais à la dû dire ça. Bogacide. Bon, de toute façon, il écoutera À pas la ce passage. Bogacide. Il écoutera pas et je couperai. Non, je couperai pas. Ça va aller, ça va aller. Merci Letco d'avoir été là. Et puis demain dans les stades. Hein. Toujours un plaisir. Hein. Ouais. Toujours un plaisir de vous accompagner et de discuter de football toujours. Eh ben, écoute, plaisir partagé. Merci Joe d'être passé, ça m'a fait plaisir qu'on se retrouve ensemble un petit peu sur un podcast, ça faisait longtemps, c'est cool. Bah ouais, et puis je vais voir si Boris se chauffe pour le choc de demain, tant je passe faire un tour, pour l'accompagner dans cette torture, et sinon on se retrouve dimanche pour le prochain, pour Thaïlande-Oman. Eh ben écoute, voilà, je te fais. De toute façon, je le dirai sur le Discord et sur les réseaux sociaux si on le fait, et puis je te le dirai en privé si on le fait avec Boris. Il me dira ça demain matin. Donc voilà. Donc, Ouais, ça marche. Voilà. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Je le disais à l'instant, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour savoir si on fait un live demain de ce fantastique, exceptionnel Liban-Chine qui va lancer une grosse journée de foot. J'essaye de le vendre après le passage de Joe. Hein, c'est dur maintenant. On n'y croit pas, personne n'y Non, croit. ça va être je sais. exceptionnel. Soyez au rendez-vous. Franchement, soyez au rendez-vous. Ouais, imagine, parce ça que fait là, 5-5 avec un match dingue. Non. mais passer d'Arabie Saoudite au Oman à ça va. Faut vraiment. Wow. Ouais, mais tu l'as dit, on a eu du temps en termes d'heures. Bref, merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Merci à ceux qui écoutent cette émission en replay une fois que je la dépose sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Je vais essayer de la déposer plus tôt parce que je traînouille un petit peu. À chaque fois, j'oublie de faire un truc et ça fout un peu la sauce. J'essaye de vous la déposer plus tôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous saurez où on en est. Venez sur le Discord. Hein. Ça parle hein, pendant les compétitions Afrique, Asie sur le Discord. Ça discute. On va se donner rendez-vous si pas demain midi et demi, on se donne rendez-vous à 23h pour un nouveau rendez-vous avec Jour de Coupe. N'hésitez pas à suivre les chaînes, que ce soit sur la plateforme violette ou sur la plateforme verte. Si vous le pouvez, à nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire. Si vous voulez le faire directement financièrement, préférez la plateforme violette qui ne prend pas 30%. La plateforme verte qui ne prend pas 30% ou 50%, je ne sais plus, comme la plateforme violette. Voilà, on vous embrasse, on vous dit à demain parce qu'on a une grosse journée de foot. Grosse journée de foot et émission à 23h. À demain tout le monde, salut.